Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Indispensable, le podcast qui parle des comics, soi-disant les meilleurs comics. Pour rappel, c'est un podcast où on se réunit avec une partie du collectif de lescomics.fr pour discuter de ce qui est considéré en tous les cas dans la communauté comics comme étant les meilleurs récits de ce médium. Et on analyse les qualités, les forces, les faiblesses de ce récit pour savoir si c'est un indispensable ou non à l'heure d'aujourd'hui. On est en 2020, donc voilà, on l'analyse avec nos propres références, nos propres perspectives personnelles. Et on vous propose donc un avis global sur le comics, sans spoiler, et avec une restitution un peu du contexte, parce que ça paraît toujours être intéressant que vous ayez le contexte dans lequel ce récit a pu être découvert. Et on va faire ensuite une deuxième partie, cette fois vraiment avec spoiler, où on va aller vraiment dans l'analyse à fond, analyse vraiment les forces et les faiblesses en détail de la série. Donc forcément, on va aller très très loin dans le spoil et on va couvrir absolument tout le récit. À mes côtés, pour ce troisième épisode de Indispensable, j'accueille un nouveau dans cette émission. Vous le connaissez sur le site lescomics.fr en tant que chroniqueur à l'écrit sous le pseudonyme de Guinlange. Comment vas-tu, mon cher Guinlange ? Bonjour, je vais très bien, Simon, merci beaucoup. Mais de rien, c'est un plaisir de t'avoir, c'est un plaisir de t'entendre. On t'entend généralement assez peu, on te lit plus qu'on ne t'entend et c'est très très cool que tu sois présent. J'ai également avec moi un membre de la team vidéo, Jules de la chaîne YouTube Jules et Nico, qui était déjà présent dans le précédent épisode. Il fait donc son comeback ici. Comment vas-tu, mon cher Jules ? Eh bien, très bien, content de vous retrouver ce soir pour parler de ce titre. Eh bien, merci, content également d'être avec toi. Et le troisième membre de lescomics.fr à nos côtés, c'est ce cher Dr Comics, le chroniqueur de l'extrême, le chroniqueur fou, celui qui chronique plus vite que son ombre et plus vite que la lumière, même plus vite que moi, ce qui je ne pensais pas possible jusqu'à il y a peu. Comment vas-tu, Dr Comics ? Eh ben ça va très très bien, bonsoir à tous et je tâcherai d'être à la hauteur de cette lourde légende qui va me coller à la peau maintenant. Ah non, mais j'ai pas dit que tu faisais des analyses pertinentes, j'ai juste dit que tu écrivais beaucoup, c'est tout. Ah, ça fait du bien, ça redescend d'un coup là. Voilà, calme-toi un peu. Non, mais moi pour redescendre, je suis très très bon. Donc, ça va, quant à moi, j'ai cru qu'il allait dire que ton surnom c'était le troisième membre. Et du coup, ça m'a fait très bizarre. Ah oui, effectivement. On va parler de La Cour des Hiboux, arc de Scott Snyder et Greg Capullo sur le personnage de Batman, le premier arc qu'ils ont fait donc pour la série ensemble, et duo maintenant un peu indéboulonnable puisqu'ils sont souvent fourrés ensemble désormais. Pour nous faire le résumé de La Cour des Hiboux, c'est Guinlange qui se colle à la tâche, et donc nous sommes tout oui, mon cher Guinlange. Pour le pitch, je vais vous présenter ça de manière assez concise pour éviter tout potentiel spoiler, même si je suppose que beaucoup l'ont lu. Alors que Batman présente son projet d'urbanisme pour le Gotham de demain, en tant que Bruce Wayne, bien entendu, un homme est sauvagement assassiné de plusieurs dizaines de coups de couteau. Sur les lieux du crime, une inscription, la prochaine victime sera Bruce Wayne. À partir de cet événement, Batman va mener une enquête, comme d'habitude, et va tomber sur une conspiration cachée au cœur même de la ville, une conspiration menée par une organisation qui est profondément liée à l'histoire de Gotham et à la famille Wayne. C'est parfait, je pense qu'il ne faut pas en dire plus. Je sais pas ce que vous en pensez, Jules, Dr Comics. Ah, moi, effectivement, je ne peux que valider. Ça reste mystérieux et ça en dit pas mal, c'est bien. C'est ça, de toute façon, faut pas en dire plus parce que c'est clair que ça part très très vite dans le spoiler, donc t'as assez rapidement énoncé les différents éléments d'intérêt en fait de cet arc. Arc qui court donc sur 11 numéros. Ça a été publié par Urban Comics en 2 tomes, donc La Cour des Hiboux et La Nuit des Hiboux. Ce tome 2 contenant en plus l'annual qui est centré sur Mr. Freeze et donc déconnecté cet arc, et le numéro 12 qui est un peu un récit autocontenu, on va dire, mais un récit qui fonctionne de manière un peu automatique. Vous le retrouvez également dans la collection qui est sortie là récemment à 4,90€ chez Urban. Donc l'arc complet, les 11 numéros de La Cour des Hiboux sont réunis dans un seul volume. Donc à 4,90€, vous le trouvez à peu près partout, même si j'ai l'impression quand même qu'il tombe vite en rupture. Donc si ça vous intéresse après ce podcast, peut-être dépêchez-vous d'aller le commander. Évidemment, vous pouvez aller chez Excalibur Comics, je pense qu'il doit lui en rester. Et puis sinon, vous allez dans votre librairie de quartier et au pire, votre libraire vous le commandera.
Ce sera bien pour soutenir les commerçants locaux en ce moment. Et si on est complétiste, il y a également une version noir et blanc de Souvenir, qui doit peut-être plus être disponible. Oui, je pense qu'elle n'est plus. Ouais. Je pense qu'elle n'est plus dispo en effet. Alors, elle est peut-être plus dispo. Alors, il en reste chez certains libraires quand même, mais surtout, je ne sais pas pourquoi, ne venez pas me demander pourquoi, mais en ce moment, j'ai l'impression de voir que du noir et blanc des New 52 en ce qui concerne Batman sur le Bon Coin, sur toutes les plateformes. Donc, allez chercher là-dessus aussi, parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tout le monde revend du noir et blanc en ce moment. Voilà. Ça doit avoir la cote, ça doit être pour ça, très certainement. Le confinement, les gens voulaient se débarrasser de certains comics qu'ils avaient. Surtout que la particularité, là, du coup, pour le run de Scott Snyder de Batman, c'est qu'en effet, Urban a réédité l'intégralité de ce run en noir et blanc. Dans des gros tomes, je crois que c'est en 5 tomes du coup que c'était dispo, et voilà, c'était un peu particulier. On va passer tout de suite du coup à la première partie, un peu avec l'analyse cette fois sans spoiler. Vous allez nous donner votre avis sur l'arc La Cour des Hiboux, en précisant un peu avant du coup quel est votre contexte de découverte, soit du personnage de Batman, soit de l'arc, soit des deux, comme vous le souhaitez. Ça, je vous laisse le faire. Et je propose à Jules de démarrer. Eh ben, moi, c'est pas compliqué. Comme je l'ai dit dans une précédente émission, j'ai lu pas mal de comics quand j'étais plus jeune, et il y a eu une grosse période où j'ai pas lu grand-chose, ou ce qui me tombait sous la main, et puis voilà. Et il y a un moment donné où je me suis remis aux comics, et de manière un peu plus régulière, et j'ai acheté les kiosques qui sortaient, et en l'occurrence, je me suis tourné tout de suite vers... on était à la fin, il me semble, de New 52. Et du coup, j'étais sur moi Marvel de l'autre côté. Et bon, je lisais ça sympathiquement tous les mois, mensuellement. C'était sympa. Enfin, c'était sympa, c'était Civil War 2, mais bon, c'était sympa quand même. Et puis après, logiquement, j'ai voulu me tourner vers DC. Et donc, j'ai acheté les 2 premiers tomes, La Cour des Hiboux et La Nuit des Hiboux. Et du coup, je me suis rendu compte que ça faisait des mois que je lisais de la merde chez Marvel, en fait. Hein. Clairement. Parce que j'ai pris une grosse claque, quoi. Mais vraiment monumentale, parce que j'imagine qu'on y reviendra après, mais j'étais loin de m'imaginer qu'après pas loin de 70 ans, 80 ans du coup maintenant, de Batman, on pouvait comme ça amener un nouveau méchant, amener un nouveau vilain avec ce charisme et cette... Alors c'est pas qu'un, c'est une communauté là, mais avec cette aura en fait, et qu'elle pouvait rester. Alors, Bruce Timm et Paul Dini l'avaient fait en leur temps avec Harley Quinn, même si elle est un peu plus ambiguë en ce qui concerne le bien et le mal. Mais comme ça, d'instaurer un truc et que le truc reste après. Et quand j'ai lu cet arc-là pour la première fois, donc non seulement je me suis dit que waouh, mais attends, mais ça n'a rien à voir avec Marvel, c'est ouf. Et j'étais beaucoup plus Marvel avant. Je connaissais toujours le personnage de Batman, j'en lisais, mais je lisais pas de série quoi de Batman. Et ouais, non, j'ai pris une très grosse claque, et voilà, c'est plus ce côté merde. Après tout ce temps-là, on instaure un nouveau personnage, et le truc peut rester, et ça. Enfin, j'avais vraiment l'impression que c'était pas un méchant de passage, quoi, que le truc allait rester, que ça allait avoir des répercussions, et c'était non seulement couillu pour le faire au début d'un run, je trouve, et je veux dire, clairement, ils ont mis leur idée sur la table, au sens propre comme au sens figuré, et c'est vraiment, je trouve dingue ce qu'ils ont réussi à faire. Alors après, on parle là du titre, moi il y a des défauts quand même pour moi, mais ouais, j'avais été sur le cul et impressionné. Et pour le coup, à la relecture, en fait, j'avais été vraiment ébloui la première fois. C'est ce qui s'était aussi un peu passé d'ailleurs avec Civil War, et avec ma petite et comment dire et en toute modestie expérience comics, forcément que je vois les choses différemment maintenant que quand j'ai lu le truc pour la première fois. Et voilà, j'avais été vraiment ébloui, ce qui a été forcément moins le cas la deuxième, quoi. Ouais, l'effet de surprise passe toujours un peu moins la deuxième fois, mais t'as quand même apprécié. En tous les cas, t'as quand même. Oui, t'as apprécié la relecture. Oui. J'ai beaucoup apprécié, mais alors, pour dire les choses comme elles sont, j'ai beaucoup apprécié la lecture. Je me suis dit, ah la vache, c'est quand même vachement bien et tout. Et par contre, je me souviens pas du tout avoir été déçu par la fin, ce qui a été le cas en fait là, et des trucs. J'aurais préféré vraiment rester autour de La Cour des Hiboux. Moi, je l'ai pas lu quand c'est sorti, du coup.
Je me mets dans la peau de quelqu'un qui lisait le truc à sa sortie, que ce soit en VO ou en VF d'ailleurs. Je pense vraiment que je me serais dit, mais la vache, mais là ça démarre sur les chapeaux de roue, quoi. Ce run va être ouf, quoi. Et puis bon, on en parlera après, mais moi les dessins de Capullo, enfin c'est voilà, quoi. Et puis je crois pareil qu'on en a parlé sur Civil War, mais c'est plus l'efficacité du mec, quoi. Je me suis même il y a je sais plus combien dième de tomes, mais la relève que j'ai beaucoup moins aimé sur le run, les dessins, il y a rien à redire, quoi. Enfin c'est juste ouf. Dr Comics, je te propose d'embrayer. Dans le précédent podcast, moi sur Civil War, j'avais dit que j'avais découvert Civil War quelques mois après m'être vraiment plongé dans le milieu du comics. Là, ce Batman la Cour des hiboux, c'est vraiment un des premiers comics que j'ai acheté et que j'ai lu quand je me suis mis vraiment dedans, quoi. Ça a commencé par DC et ça a commencé par Batman parce que voilà, je suis fan de Batman depuis très très longtemps. Et donc ça a été vraiment ma première lecture, mes premiers achats, et ma période comics a commencé peu de temps après l'arrivée des New 52 chez Urban, donc ça coïncidait plutôt bien en fait. Voilà, du coup j'avais peu d'expérience, je connaissais pas grand chose. En fait, mes plus grosses expériences de Batman, c'était la série animée de Paul Dini et Bruce Timm en fait. Je pense comme beaucoup de gens, quand on était un peu plus jeune, ça a été quelque chose qui a pas mal bercé notre enfance, et encore aujourd'hui en tant que grand nostalgique. Et voilà, donc ma première expérience comics, elle a commencé par ça, et ça a été une grosse claque. Pas mal de niveaux. Que ce soit scénaristiquement, on arrivait même, sans être connaisseur, à sentir toute l'ambition qu'il y avait derrière ce récit, qui vraiment s'inscrivait vraiment dans toute Gotham, l'histoire de Gotham, remontait aux origines de la fondation, reprenait même, se permettait d'aller chercher très loin dans le passé des différents personnages, d'introduire une nouvelle menace qui a une énorme ampleur, un nouveau vilain qui s'annonçait vraiment emblématique et, comme le disait Jules, parti pour durer, quoi. C'est surtout ça, c'est partir pour durer dans le temps, changer notablement les choses et partir pour durer dans le temps. Ça a été une belle révélation, que ce soit pour l'écriture, que j'ai trouvé, même si très verbeuse, assez stylisée, assez bien écrite, fluide, claire, et avec des dessins vraiment de Capullo qui m'ont, moi, mis une énorme baffe. Venant du manga, on va dire que c'était pas ce à quoi j'étais habitué, puis cette palette de couleurs, cette richesse de détails et ce découpage très inventif, je pense qu'on en reparlera plus tard, mais il y a pas mal d'inventivité dans ce tome. Ça m'a laissé complètement pantois. Et la deuxième relecture là, à la différence de Civil War, finalement, là, il y a quelques petites déceptions qui me sont revenues au visage, mais j'ai encore vraiment apprécié cette deuxième lecture, et ça m'a, moi, laissé un goût amer par rapport à Civil War où j'étais un peu déçu. Là, j'ai retrouvé toutes ces qualités qui m'avaient beaucoup plu à l'époque quand j'étais jeune lecteur. Ok, je vais faire mon sale troll et je vais dire c'est normal, Civil War, c'est l'effet Mark Millar. C'est... Voilà, désolé, il fallait que je le fasse. Écoute, merci Dr Comics. Guy Lange, est-ce que tu veux nous donner du coup ton avis, puis moi je donnerai le mien ensuite. Pas de souci. Alors pour contextualiser un peu la chose, je lisais un peu des comics en primaire au collège, mais ce que j'avais sous la main, donc des kiosques Marvel. Puis après, pour un tout petit peu au lycée, quand j'avais un coup de cœur au ciné, comme Kick-Ass et Watchmen. Et je me suis véritablement mis aux comics en première année de fac. J'ai commencé par de l'indé surtout, donc par Invincible, Walking Dead, puis tout ce qui est un peu Vertigo, genre Scalp, 100 Bullets. Et j'avais vraiment peur de me lancer dans le super-héros, je pensais qu'il y aurait un manque de fond, ça m'attirait pas beaucoup, je voyais ça comme un blockbuster, tu vois, sans fond. Et je me suis dit, si je me lance, ça va être par Batman, puisque j'adorais Batman depuis toujours. Quand j'étais petit, j'adorais la série animée. Et j'ai adoré les films, surtout de Nolan. Et du coup, je me suis lancé. J'ai lu Silence, que j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça assez vide. Après, j'ai lu Un long Halloween, que j'ai adoré. Donc, j'ai continué. Et puis, j'ai découvert les New 52. On m'a dit, commence par La Cour des hiboux, c'est excellent. Et j'ai commencé, et j'ai vraiment beaucoup aimé. La première lecture, ça a vraiment été une claque. Puis après, seconde lecture, un peu moins, mais je trouve toujours le récit super efficace, que le début du run, c'est ce qu'il y a de mieux. Franchement, c'est l'arc qui est le mieux écrit par Snyder. Qu'il a su compléter la mythologie du personnage et surtout rester une création moderne qui reste. Tu vois, vraiment un antagoniste important encore aujourd'hui. Et qui a une profonde synergie avec Capullo, que j'adore vraiment. Tu sens qu'ils se complètent parfaitement, c'est un duo incroyable. Même s'il y a des points faibles,
quand on le relit, on les voit de plus en plus. C'est surtout la fin, comme Jules. Il a vraiment du mal à conclure, Snyder. On le voit de plus en plus au long de son run. Mais c'est celui-ci où la fin me laisse un peu insatisfait. Mais vraiment, c'est un récit qui est pour moi culte, malgré ses faiblesses. Bah écoute, je vais donner mon avis du coup. Bon, les éléments de contexte, c'est un peu facile, c'est un peu comme vous, comme toi, Guinlange, comme toi, Dr Comics. Moi, Batman, c'est vrai que je l'ai découvert avec la série animée qui passait, je me souviens, les dimanches matins à regarder France 3 avec mon grand frère sur le canapé, comme deux gros glandus, et on s'éclatait vraiment à regarder les dessins animés de DC Comics. Et enfin, c'était une grosse claque dans la tronche, quoi. À chaque fois, on s'extasiait devant. Après, ça a été les films de Tim Burton, que j'ai découvert du coup relativement jeune, parce que je crois que j'avais 7 ou 8 ans à peu près quand je les ai vus. Donc du coup, Batman a vraiment imprimé quelque chose de fort chez moi parce que il y avait un côté esthétique qui me parlait énormément déjà petit. Tout le côté gothique, la ville, même le costume, les designs, tout. Ça me parlait énormément et ça m'a jamais vraiment quitté parce que Batman, j'ai toujours été fan, même si au final, j'ai commencé à lire des comics de lui relativement tard. Alors je sais plus si c'est année 1 ou The Dark Knight Returns, le premier que j'ai lu, mais c'est en tout cas un de Frank Miller, ça c'est sûr, parce que j'entendais beaucoup de choses dessus, donc du coup je voulais me lancer avec ça. J'avais beaucoup aimé, voilà, ça confirmait ce que je ressentais en tous les cas sur le personnage, que c'était un personnage assez riche avec lequel on pouvait faire vraiment quelque chose, travail du discours politique, du discours social derrière, donc comme je suis un gros gaucho, forcément ça, c'est quelque chose qui me plaît toujours. Et après, je crois que j'ai fait une pause et au final, j'ai attendu qu'Urban du coup prenne en main le catalogue DC Comics pour leur premier titre. Du coup, alors c'était les publications New 52 et à côté de ça, comme le directeur éditorial de Urban Comics est un grand fan de Grant Morrison, il a aussi publié le tome 1 du Grant Morrison présente Batman. Alors mon cœur a beaucoup balancé, je me disais les New 52 c'est une approche que j'aime bien parce que c'est pour les nouveaux lecteurs, donc ça peut être pas mal, j'ai pas beaucoup de bagages, même si au final en ayant joué au jeu vidéo Batman Arkham Asylum, je me suis bouffé toute l'encyclopédie Batman, donc j'avais beaucoup de notions sur les vilains et tout ça, je me suis bouffé beaucoup de pages Wikipédia, donc c'est vrai que j'avais pas mal de notions là-dessus. Et au final je me suis lancé du coup dans Grant Morrison présente Batman, ça a été une claque monstrueuse, mais on n'est pas là pour parler de ça, on fera une émission spéciale sur le run de Grant Morrison, parce que je l'aime d'amour et je vais me punir en direct quand ce sera cette émission-là. Et du coup, le Batman de Scott Snyder, j'ai beaucoup attendu avant de le lire. Et en fait, c'est ma petite amie qui m'a offert le tome 1 à un de mes anniversaires. Alors, je me suis pas pris une claque tout de suite. À ma première lecture, je voyais beaucoup les défauts parce que j'avais lu ça avait été très encensé à l'époque. C'était un peu compliqué d'arriver un peu 2 ans après. Je crois que c'était 2 ans après dedans. Et je trouvais ça verbeux, les dessins de Greg Capullo, c'était pas forcément ce qui me correspondait le plus à l'époque. En tous les cas, c'était pas forcément ce à quoi je m'attendais le plus. Visuellement, je trouvais ça assez terne. Mais il y avait beaucoup de trucs qui me plaisaient. Et au fur et à mesure, en fait, je l'ai relu. Au fur et à mesure de l'avancée du run de Scott Snyder, La Cour des Hiboux. Et mon amour pour le récit a grandi en même temps. En même temps que je me rendais compte que la suite du run était vraiment pas très très bonne aussi, il faut dire. Et là, du coup, je l'ai relu, je crois que c'était la 4e fois là que je le relisais pour préparer l'émission. Et putain, je me suis repris une claque, quoi. Mais qu'est-ce que c'est bien! Oh là là, nom de Zeus! On sent à quel point Scott Snyder il est influencé par Stephen King parce que voilà, il fait de Gotham City un personnage à part entière. Son Batman, il est super bien parce que moi, ce que j'aime chez Batman, c'est son côté détective. Bon, j'aime aussi beaucoup le symbole de Batman, mais j'aime beaucoup son côté détective, le côté enquête, un peu polar noir avec ses ambiances souvent glauques. Et au final, les dessins de Greg Capullo, ils font ça à merveille parce que c'est poisseux, c'est crade. Il y a ce côté très horrifique, très gothique qui fonctionne à mort. Et ouais, la 4e lecture, je me suis vraiment repris une baffe. Et voilà, par contre, les 2 derniers numéros, je le disais la dernière fois sur Twitter en rigolant, mais la constante de Scott Snyder, c'est qu'il sait absolument pas finir ses histoires, quoi. Et là, c'est putain, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est même pas que la fin est décevante, je trouve, parce que je trouve pas forcément que ce qu'il amène est décevant. Ça aurait pu être intéressant. Le problème, c'est que derrière, en fait, il n'en fait absolument rien. Et puis, voilà, enfin, ce sera jamais forcément complété derrière. Donc, c'est ça qui est franchement dommage, quoi. Mais si je peux rebondir, justement, le fait, c'est pas pour moi, c'est même pas qu'il est moins bien. C'est que tu le disais tout à l'heure, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est que les 2 premiers, enfin, La Cour et La Nuit des Hiboux, je trouve, moi,
que ce soit au niveau du dessin ou que ce soit au niveau du scénario, on sent une très très grosse maîtrise. C'est pas le truc qui s'est fait à la va-vite et qu'il a fallu faire, et voilà. Par contre, je trouve que cette sensation de il a fallu finir, elle y est. Alors que effectivement, je trouve que, on sent que les mecs se sont creusés la soupière pour faire trouver un nouveau méchant, les designs, j'imagine qu'il y a eu des discussions sur comment ils voyaient les masques des gens qui étaient de la cour des hiboux, le nouveau costume. Enfin, il y a dû avoir des discussions, de pléthore de discussions autour de ça, ce qui a, pour moi en tout cas, amené à une maîtrise du titre, quoi. Mais effectivement, je trouve que c'est pas du tout aussi maîtrisé. J'ai vraiment l'impression que moi, dans les 2 derniers numéros, il sait pas où ça va, quoi. Il sait plus où ça va. Il part en cacahuète d'un seul coup, et ce qui est bête, parce que je trouve que c'est complètement contradiction avec la maîtrise qui transpire de tous les autres numéros, quoi. Pour rebondir aussi sur ce que tu dis, pour appuyer encore plus, c'est d'autant plus fort que ce qu'ils ont réussi à faire. Que ça se passe, bon ça je pense qu'on en reparlera, mais ça se passe dans le contexte particulier des New 52, le pseudo-reboot par reboot, où certaines séries se rebootaient complètement et d'autres pas du tout, genre Batman typiquement, pas touche à sa mythologie, tous les Robins, tout, etc., rien n'a été touché. Mais malgré tout ça, ils ont réussi à faire un truc qui soit vraiment New Reader friendly et qui pourtant s'inspire de toute la mythologie, de tout ce que ça a à offrir pour faire un sacré boulot à ce niveau-là, quoi. Donc c'est quand même, ça a été pour moi le meilleur démarrage des New 52 en plus. Et comme tu le disais tout à l'heure, et je pense que on est de cette génération-là où on attend un Batman détective qu'on a retrouvé notamment dans Un Long Halloween, dans Amère Victoire, Des Ombres dans la nuit, tout ça, que moi j'adore. Hein, c'est vraiment pour moi des chefs-d'œuvre, et c'est ce côté Batman détective que j'adore, quoi. Et on a ce côté-là dedans, et je pense que on a été biberonné au Batman de 92, où mine de rien, alors déjà moi quand j'en parle, c'est toujours avec émotion, parce que c'est le premier dessin animé où je me suis dit, et pourtant j'avais une dizaine d'années, hein, c'était pas non plus, mais où je me suis dit, la vache, mais c'est un truc qui me prend pas pour un con, quoi. C'était des vraies histoires, il y avait de la morale, mais pas que, il y avait des vrais méchants, il y avait des personnages structurés psychologiquement, tout ça, et il y avait un Batman qui, à chaque épisode, menait une enquête. Et avec des indices, voilà. Et je trouve qu'on a été biberonné à cette série-là, et que du coup on est en demande d'un Batman justement détective, et quand on le retrouve, j'ai l'impression en tout cas pour moi, que c'est toujours avec plaisir justement ce Batman détective-là. Ouais, vraiment. Mais pour revenir sur ce que tu as dit, Jules, que c'est très maîtrisé, c'est vrai, cette fin arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe, tu vois. Pour moi, il a péché par générosité, tu vois. Il voulait une fin généreuse avec un rebondissement final. Oh mon Dieu, on l'a pas vu venir. Ouais. Tu vois, le rebondissement est là, mais le fond n'y est pas. C'est vraiment cette fin qui me dérange. Ouais, non, mais moi je rejoins un peu Guinlange, c'est vrai. Et puis c'est quelque chose qu'on retrouve aussi aujourd'hui beaucoup comme défaut chez Scott Snyder. Il pêche beaucoup par volonté de trop en faire. Je pense que il commence la cour des hiboux en instaurant un nouveau méchant. On l'a dit, c'est un méchant qui est quand même d'envergure, qui est puissant, parce que c'est toute une conspiration qui du coup prend ses racines vraiment dans Gotham. Et du coup, c'est quelque chose de vraiment majeur, de vraiment massif, et du coup, c'est un apport hyper important, hyper impactant à la mythologie. Et à côté de ça, je pense qu'il a dû se dire, ouais, mais j'ai commencé très fort, il faut que je finisse très fort cet arc. Et du coup, il a ce twist qui, moi, je le répète, je le trouve fondamentalement sur l'esprit du twist, je le trouve pas gênant. Ce qui me dérange dedans, c'est que derrière, ça fait plouf, quoi. C'est-à-dire que tu nous balances ça, et boum, et tu nous laisses dans l'expectative comme un idiot, quoi. C'est tu nous laisses dans l'expectative, parce que justement, et on en reparlera après j'imagine, tu ne sais pas, il y a un doute, et ce doute-là, finalement, on n'en reparle pas, ce qui est bête. Et tu parlais de ça, j'imagine. Oui, tout à fait. Du coup, je trouve ça, c'est pas forcément d'en faire quelque chose après, moi qui me gêne, c'est surtout de ne pas reparler de ce doute, alors que ça aurait dû le hanter, quoi. C'est le cas de le dire. Voilà. Ah oui, clairement. La toupie continue de tourner, quoi. C'est complètement ça. Et pour rebondir là-dessus, justement, mais que ça aurait fait un bon Nolan. Là, oui, c'est ça. Oh là 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 ça là. y fait penser. Mais c'est sûr. La cour, le design, le Gotham, il aurait pu faire un truc de malade. Ah, mais pour moi, c'est vraiment un concept de film Batman qu'il faut faire. Les hiboux, ça se prête vraiment à l'adaptation. Voilà. Ouais, mais alors pas chez Nolan, parce que Nolan et sa direction artistique.
À base de forme géométrique, carré, triangle, non merci. Je veux pas voir la cour des hiboux chez lui. Hein. Non, non. Oh non. Enfin, bon, je vous sens bien chaud au bouillant, bien chaud au baraque. Donc on va terminer là la partie sans spoiler. Parce que voilà, on a quand même beaucoup de choses à dire, notamment sur le méchant principal et puis sur cette fin qui nous fait beaucoup discuter depuis tout à l'heure. Mais du coup, on va passer à la deuxième partie avec vraiment l'analyse en détail, en profondeur de La Cour des Hiboux. Donc évidemment, si vous ne l'avez pas lu, on vous déconseille de continuer l'écoute parce que vous allez vous flinguer à peu près tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant en fait dans l'arc, donc ce serait dommage. Après, vous êtes grand, vous êtes libre. Si vous voulez continuer à nous écouter, vous continuez à nous écouter. C'est pas un souci du tout. Du coup, on va commencer cette analyse avec spoiler. Simplement, tu l'as dit, Dr Comics, La Cour des Hiboux, ça démarre la période des New 52, donc à l'origine prévu comme étant un reboot, donc c'est-à-dire une remise à zéro, remise à plat complète de l'univers DC Comics pour attirer de nouveaux lecteurs, évidemment pour engendrer un max de ventes. Ça a été un gros bide, on va pas se mentir là-dessus. Ça a vite complètement capoté, notamment parce qu'en fait, eh bien, il y a des personnages comme Batman par exemple ou comme Green Lantern qui n'ont absolument pas été remis à zéro, ou en tous les cas vraiment sur certains points, mais alors sur des petits détails. Ce qui s'explique parce que bien pour Batman, Grant Morrison continuait et était en train de terminer son run. Donc t'allais pas lui dire au gars, bah non désolé, on me remet à zéro, donc va te faire mettre. Voilà, ça fait mal, surtout quand c'est Grant Morrison. Ah non, surtout pas Morrison. Voilà, surtout pas à Morrison, on ne crache pas la gueule de Dieu, s'il vous plaît. Oui, j'adore Grant Morrison. Comment ça, vous le savez? On n'avait pas remarqué. On va la voir, c'est indispensable sur Morrison. Hein, ça, c'est... Ce premier arc, c'est vraiment le début des New 52, et donc c'est un nouveau point de départ, et DC Comics veut frapper fort en mettant des équipes artistiques nouvelles, neuves, et jeunes aussi, en tous les cas jeunes dans le mainstream, j'entends. Et Scott Snyder, c'est un auteur qui débute. Il s'est fait remarquer par American Vampire chez Vertigo juste avant. C'est le petit protégé de Stephen King, ce qui explique pourquoi Stephen King a co-scénarisé le premier arc de American Vampire. Et ça se ressent énormément. En plus de ça, Snyder chez DC s'est fait revoir juste avant par son court passage sur Detective Comics avant le reboot sur l'arc Dark Mirror, où il a fait plutôt bonne impression aussi. Oui, il a fait plutôt une très bonne impression. Publié en France sous le titre Sombre Reflet, en effet, voilà. avec Dick Grayson sous le costume. Oui, très bon. Voilà. Avec Jock et Franck Alavilla, je crois, il me semble, au dessin. C'est ça, c'est exactement ça. Si vous n'avez pas lu Sombre Reflet, c'est un bijou. Et là, je crois pour le coup que la fin est plutôt bonne, contrairement à ce que fait Snyder d'habitude. Ouais. Donc c'est vraiment une très bonne pioche. Bon, on en parlera certainement dans un épisode. Donc ce duo Scott Snyder, Greg Capullo, aujourd'hui sont vraiment, je l'ai dit, ils sont indéboulonnables, quoi. On les voit tout le temps. Ils sont revenus ils ont fait ce run Batman, ils sont revenus sur Batman Metal, et là du coup ils y reviennent sur Death Metal. Et donc qu'est-ce que vous pensez, sachant que là vous pouvez vous lâcher au niveau des spoilers, du duo Scott Snyder, Greg Capullo? Quelle est votre impression par rapport à eux? Commence Dr Comics, tiens. Bah ouais, comme tu l'as dit, c'est un duo qui s'est formé là du coup. Alors on sait voilà les New 52 comment ça s'est terminé, mais au départ ça a quand même été lancé en grande pompe et c'était un énorme événement au niveau de la presse spécialisée. C'était quand même quelque chose qui était très suivi. Donc on va dire qu'il a bénéficié d'un beau gros coup de projecteur là-dessus. Et voilà, moi je trouve qu'il y a toujours des séries où ça se ressent quand il y a une alchimie entre un scénariste et son dessinateur. Je prends souvent les exemples de King, notamment King et Clayman, King et Michael Ranin. Enfin voilà, on sent tout de suite quand on les voit sur un autre projet ou quand il est avec leur scénariste phare, ça donne quelque chose qui n'a rien à voir. Il y a une entente entre les deux qui est folle. Et là, clairement, c'est quelque chose qui a marché très fort. Les deux se répondent parfaitement. Les idées de Snyder sont parfaitement mises en image par Capullo qui illustre tout à merveille, qui utilise un découpage inventif. Toute l'ambiance et le récit de Snyder rend hommage au talent aussi de Capullo. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, je trouve toujours qu'il y a cette alchimie qui marche entre les deux pour se répondre. Alors des fois ça donne des trucs, bon, on reviendra pas sur Metal, c'est pas le moment, mais ça peut être intéressant d'y revenir un jour, mais ça peut merder, mais il y a cette alchimie vraiment qui fonctionne, ils arrivent à se répondre, on sent, voilà, on les voit sur Twitter, etc., ils ont une relation qui est très proche, même dans la vie de tous les jours. Il y a toujours pour moi un côté vraiment agréable de les voir se réunir, et il y a toujours une petite hype, parce que voilà, moi j'ai ce souvenir notamment de la Cour des Hiboux, et je me dis, ouais, quand ça marche à fond, ça marche vraiment à fond et on en prend plein les yeux si vraiment l'alchimie est là, quoi. Oui, clairement. Enfin, moi, c'est vrai que
On peut aimer ou pas, mais ils sont très généreux tous les deux. Enfin, c'est ce qui fait que des fois ça Ouais. part complètement en vrille. Et enfin, Batman Metal pour ça, c'est pour ça que pour moi c'est vraiment foiré de A à Z parce qu'ils sont tellement généreux, ils se font plaisir, mais en fait ils se font plaisir qu'à eux-mêmes, donc c'est un peu dommage. Ça devient un peu très très vite hermétique. Donc du coup c'est un peu un défaut là-dessus. Greg Capullo, je trouve surtout dans ce premier tome, il y a une vraie alchimie, il y a une vraie entente entre eux, et je trouve que la séquence, c'est pour ça que je l'ai mis dans le spoiler, parce qu'il y a la séquence dans le labyrinthe Ouais. qui est pour moi vraiment une grosse dinguerie. Enfin, je dirais que là, dès ma première lecture, je m'étais quand même pris une claque, j'avoue, c'était vraiment très efficace. Ouais, c'est assez incroyable. Bah, moi, c'est con, mais même avant celle-là, cette case-là, moi, que j'ai commencé à lire, comme je te dis, je venais du manga. Et au moins, il y a des trucs de manga qui sont assez fous, mais là, la bande dessinée, le comic, c'est quand même quelque chose d'autre. Déjà, la couleur et l'utilisation des cases qui sont beaucoup plus riches et plus détaillées, ça change beaucoup. Et moi, c'était la scène, je crois que c'est dans le chapitre 2, je crois, où il y a toute cette scène où il doit aller quelque part et il est en train de poursuivre des mecs en hélico Mm. qui ont fait un casse, on sait pas trop quoi avec sa moto. Et le voir à un moment où il jette sa moto et il passe à travers l'hélico en passant à travers avec un espèce de gros plan des mecs à l'intérieur qui voient la vitre de l'hélicoptère avec un Batman qui fonce la cape découverte. Enfin, c'était un enchaînement, cette course-poursuite en moto qui m'avait laissé mais complètement pantois. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais on est capable de dessiner ça à ce niveau-là dans le mainstream, quoi. Ça m'a vraiment, ouais, en le relisant, j'ai toujours eu le même sourire en découvrant cette scène, quoi. C'était un truc assez incroyable. Comme je l'avais dit, une profonde synergie, tu l'as dit aussi, hein, ça se voit, c'est un duo formidable tout le long, franchement, de leur run. Et après, c'est vraiment. J'ai lu Metal il y a pas longtemps, hein. Donc je peux en témoigner, c'est laid, vraiment, c'est. Ouais, Voilà, c'est vraiment pas beau. c'est ça. Mm. Mais après, ils ont quand même fait The Last Knight on Earth, et là, ça fonctionne mieux, je trouve. Mm. Il y a encore cette synergie, on peut encore l'appeler comme ça. Mais c'est comme s'ils étaient destinés à travailler ensemble, hein, quand on voit que Capullo a travaillé sur, par exemple, Spawn et Snyder a travaillé, par exemple, sur Witches. Ce côté horrifique que les deux ont travaillé, ça fonctionne très très bien ensemble. Comme tu l'as dit dans le labyrinthe, c'est formidable. Ah bah, je pense que c'est pour ça qu'ils ont été embauchés de toute façon. Enfin, c'est leur vibe horrifique et ce qu'ils apportent du coup à Batman avec ça. Hein. Ouais, Jules, je sais pas si Bah, t'as. moi, de toute façon, il y a même une émission sur les duos avec Nico qui est sur le feu depuis un moment et j'espère qu'à un moment on va la sortir celle-là. Mais on kiffe les duos et on adore sentir le fait qu'un dessinateur et un scénariste s'apprécient et travaillent ensemble, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Il y a vraiment des trucs où tu sens que bah voilà, c'est un truc de commande et puis que il n'y a pas forcément eu de grosses discussions entre eux, quoi. Et je trouve que ces récits-là ont une aura particulière. Quand tu lis, bah, tout à l'heure, je parlais de Tim Sale et Jeff Lubb, tu sens que les mecs sont en symbiose, quoi. Quand tu lis du Sorrentino et puis du Jeff Lemire sur comment il s'appelle sur Green Arrow, et je trouve que c'est un bon exemple de rapprocher les deux parce que justement, tu sens qu'il a de telles compositions de cases et de déstructuration de la page pour Sorrentino. Je parle même pas du dessin, je parle vraiment de comment il élabore son plan de cases, si on peut dire, que c'est obligé d'en parler avec le scénariste et d'avoir des échanges constants et je vois pas comment on peut travailler autrement en fait quand on arrive à faire ça. Et je parlais du rapport entre les deux parce que justement, effectivement, dans le labyrinthe, c'est pas possible qu'ils en aient pas parlé, c'est pas possible qu'ils aient pas échangé. Et je trouve que cet échange, cette symbiose transpire de runs comme celui-là et ses premiers numéros en sont un parfait exemple. Quand vous parliez tout à l'heure de Capullo et du Spawn, moi, il y a vraiment des planches où tu voyais Batman, honnêtement, il y avait du Spawn là-dedans, quoi. Et le côté noir avec il y a un moment donné, je me souviens, il est sur au-dessus des toits de Gotham, quoi, et il y a les chauves-souris qui le poursuivent, emmêlés à sa cape. Du coup, tu as l'impression de voir la cape déchirée du Spawn. Enfin, c'est juste ouf. Et ouais, moi, j'ai cette sensation de vivre cette synergie et d'assister vraiment à un truc qui est en train d'éclore entre deux artistes.
c'est pas souvent. Du coup, je regrette pas du tout de pas avoir lu Metal du coup, mais Non, t'as bien. Si c'est la déchéance du truc, non merci. Mais c'est vrai mais c'est vrai que ouais, il y a comme ça des comics où tu sens vraiment que ouais, les mecs sont en symbiose et c'est leur chant du cygne, quoi. Enfin, ils pourront pas faire mieux. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec ce truc-là, quoi. Enfin, moi, j'avais jamais lu lu du Snyder et vu du Capullo avant, et j'ai tout de suite trouvé que ils s'entendaient bien. Comme vous disiez tous, il y a une synergie de ouf pour ces deux-là. Et je trouve qu'ils s'en amusent en plus, ils jouent avec le spectateur. Enfin. Je crois que le premier titre démarre sur, je crois que c'est Dick qui endosse les traits du Joker, parce que ça commence par Batman dans un hôpital, enfin dans Arkham, qui affronte tous les sbires en fait, et il fait équipe avec le Joker. Alors déjà, tu te dis ok, donc les mecs commencent avec le Joker, c'est dommage. Et du coup, ils se jouent de toi parce que ils commencent pas du tout avec le Joker. Mais en plus, ils te disent oula, attention, ce que vous croyez savoir, c'est pas du tout ça. Et je trouve que ouais, il se joue du lecteur et c'est dès les premières pages génial, quoi. Alors avec un tour de passe-passe, certes, coup de masque holographique, tout ça, mais n'empêche que ça marche et que moi je me suis dit ah ok, le Joker avec Batman, c'est quoi ce délire et c'est juste ouf de se jouer de nous au bout de 3 pages, quoi. Ouais, non, mais ils sont très très inventifs, ils arrivent à nous surprendre. Le premier numéro, de toute façon, c'est une vraie note d'intention, enfin direct. On voit en fait et on comprend où ils vont aller avec en tout cas avec cet arc, pas forcément avec le run, mais en tous les cas avec cet arc-là. Ça me permet vraiment d'embrayer sur le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est qu'on sent dès ce premier numéro-là que, alors certes, c'est une série sur Batman, mais il y a un autre personnage majeur dans la série et dans cet arc-là, notamment, c'est Gotham. Et je sais pas ce que vous pensez de cette idée justement de faire de Gotham vraiment un personnage, une entité à part entière qui agirait en fait sur les habitants. Pour moi, c'est vraiment la force de l'arc. Tu vois, ça commence en parlant de Gotham, ça termine en parlant de Gotham. Son run aussi est sur Gotham, totalement. Mais celui-ci, plus spécifiquement comme arc, l'écriture, elle est fine, elle est ciselée, ça revient tout le temps sur ce symbolisme. Et franchement, c'est ça qui fait le sel de l'arc. C'est vraiment son écriture qui est très fine. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir mis la ville en premier plan. Tu vois, comme tu parlais de King, que ça se rapprochait de lui, effectivement c'est ça. Pour la ville, ouais, je trouve l'idée d'implémenter Gotham, c'est quelque chose qui... C'est vrai que Gotham fait tellement partie de Batman et Batman tellement de Gotham que c'est limite presque un peu étonnant quand on y réfléchit que ça n'a pas été fait plus tôt. Mais finalement, tant mieux, mieux vaut tard que jamais, et on va dire qu'il l'a plutôt très très bien fait là-dedans. Mais moi, je rajouterais juste un petit point sur un truc qui est important, c'est qu'on a dit que c'était... Il parle beaucoup de Gotham dans son run, mais je trouve qu'après cet arc-là, justement, le discours se dilue vachement. Et on aura peut-être l'occasion de revenir plus tard sur l'ensemble de son run, mais c'est vrai qu'on parle assez peu des coloristes. Je crois que c'est Placencia qui s'en occupe, et c'est vrai que dans tout ce premier art de la cour des hiboux, on retrouve finalement des teintes qui correspondent bien à Gotham et à Batman, quoi. C'est des teintes qu'on connaît, assez grisâtres, assez sombres. On retrouve l'aspect vraiment très, très noir, très gris, avec des couleurs légèrement des fois bleutées pour tout ce qui est effet électronique, etc. Enfin, on est vraiment dans un terrain qu'on connaît et qui finalement s'y est très bien à Batman. Et dès la fin de tout cet arc-là, après, je pense que vous serez d'accord aussi, ça a complètement changé de colorisation et justement ça a choqué beaucoup de gens. C'est qu'après ils se sont permis des choses et le ton, on a trouvé du Batman fuchsia avec du rose, du bleu, du violet, c'est parti vraiment dans plein de couleurs, notamment dans les arcs après, l'arc année 0, etc. Et ça a fait, je trouve, là, à ce moment-là, où ça a perdu un peu en crédibilité au niveau de Gotham, quoi. C'est quand on retrouvait une atmosphère, une ambiance qui était assez étonnante. Moi, qui m'a pas déplu, mais qui changeait énormément, en fait. Et du coup, tout ce qu'il a instauré sur Gotham dans cet arc-là, je trouve que ça s'étiole un peu petit à petit et que ce n'est plus vraiment aussi bien utilisé que ça l'était là. Là où vraiment on sent que c'est la ville qui crée ses propres démons, qui vit, où il y a toute cette atmosphère-là qui se crée, ça ne perdure pas, selon moi, au-delà de l'arc de la cour des hiboux. Ça dépend en fait, parce que là c'est vrai qu'on sort un peu du coup du cadre de cet arc-là de la cour des hiboux, mais il y a quand même beaucoup, à chaque arc quasiment, il y a une référence en fait à la ville de Gotham. Tu le disais, la ville de Gotham engendre ses propres démons, et en fait dans leur dernier arc,
Scott Snyder et Greg Capullo créent un nouveau méchant pour Batman, le Bloom, je sais pas comment, enfin je sais pas si son nom a été changé en VF, mais bon, peu importe, c'est pas très grave, mais bon, ce méchant un peu plante végétale, il est lié à la nature de Gotham, il est lié aux changements qui ont été engendrés dans Gotham, et pareil dans l'an 0. Dans l'an 0, Gotham City est un personnage à part entière, puisque c'est vraiment Gotham City qui se retrouve aussi bouleversé en même temps que Bruce se retrouve complètement bouleversé. Donc, je suis pas forcément d'accord avec toi là-dessus, je trouve que ils ont toujours réussi à faire de Gotham un personnage à part entière, et aussi à montrer les habitants de Gotham, le symbole qu'est Batman pour les habitants, mais aussi comment est-ce que les habitants de Gotham agissent sur Batman et sur Bruce en tant que tel. Donc je trouve que ça a toujours été intéressant. Après, c'est sûr que dans ce premier arc, ça a forcément une saveur supplémentaire, puisque la cour des hiboux est liée à Gotham. Enfin, c'est ce qu'on comprend très rapidement en fin de compte. Hein. Donc oui, forcément, ça a une saveur supplémentaire. Et c'est ce côté dans le premier qui m'a plu, moi, c'est ce côté Gotham a trahi Batman quelque part. Elle recèle des trucs en elle qui, voilà, même si c'est son plus grand protecteur et celui qui la défend, bah finalement, c'est quelque part, et ça revient beaucoup, que c'est comme une trahison de Gotham envers Batman. Et je trouve que ça fait bien, parce que c'est autant un antagoniste que la cour des hiboux. Et même s'il y a plein de choses intéressantes après, je trouve que moi, après c'est mon point de vue, mais ça part un peu, voilà, on a eu le ta gueule c'est magique, là ça devient des fois c'est ta gueule c'est Gotham. Voilà, ça part en cacahuète, mais c'est parce que c'est Gotham. Après, j'exagère peut-être un peu, mais c'est le truc qui m'avait dérangé. Mais c'est vrai que sur cet arc-là, si on le prend vraiment en tant que l'arc La Cour des Hiboux, c'est vraiment, il y a La Cour des Hiboux et Gotham, quoi. Et les deux s'associent pour faire un peu tomber Batman. Et c'est là, sur ce là, je trouve que ça a fonctionné particulièrement bien sur ce récit-là. Là, totalement. Il y a même un passage que j'adore, c'est quand il découvre, on peut le dire maintenant qu'on est dans la session spoiler, quand il découvre que dans chaque immeuble Wayne, il y a cet étage où la cour des hiboux est. Et je trouve ce passage vraiment formidable. Voilà, c'est la trahison au sein même de son univers. Alors justement, c'est pas tout à fait ça, puisque lui, il sait qu'il y a un étage, un 13e étage. Oui, mais il savait pas que c'était à l'intérieur, et je trouve ça incroyable qu'il n'y ait jamais été et qu'il le découvre. Quoi. C'est ça, il savait pas effectivement que c'était la cour des hiboux. Et c'est surtout parce qu'il met en parallèle le fait que le hibou fait son propre nid chez son adversaire finalement. Et ce qui prouve bien d'ailleurs que Batman considère Gotham comme sa ville et pas la ville de quelqu'un d'autre. On le compare très régulièrement aux méchants, Batman, et au fait qu'il y a la limite, la frontière est très très mince pour que ça en soit un lui-même. En tout cas, il a la même folie que les méchants, même si lui a la raison, mais qui cohabitent. Et je trouve que le fait de dire c'est ma ville et c'est la ville de personne d'autre, il y a comme ça quelque chose de très vilain finalement. Je suis à moitié d'accord avec toi, tu vois, parce qu'à la fin quand même, il dit je disais que Gotham était ma ville, mais c'est faux, c'est la ville de tout le monde. L'arc se conclut comme ça. C'est justement ce que j'allais dire, effectivement, c'est que tout l'arc, il considère comme sa ville et son cheminement à lui se finit là-dessus, effectivement, en disant que c'est la ville de tout le monde et c'est pas sa ville. Et il lui-même fait un chemin intérieur. Et quand vous dites, et à juste titre, qu'il est trahi par sa ville, c'est même plus que ça, parce que quand on dit que Gotham est un personnage à part entière, c'est complètement vrai, mais elle parle par la bouche de Batman et de Bruce Wayne. Quand on l'entend, quand on lit les bulles qui sont les pensées de Bruce Wayne pour t'expliquer comment marche Gotham, je la fais courte, mais en gros c'est l'idée. Elle parle à travers Bruce Wayne et de ce qu'il connaît lui de Gotham, et c'est pour ça que ça marche vachement bien, je trouve, et que la trahison est d'autant plus forte. C'est que lui qui parle à la place de Gotham et qui incarne finalement Gotham, lui-même sait pas ce qui s'y passe et sur le cul de ce qu'il y trouve. Et quand je parlais tout à l'heure que les gars sont quand même couillus d'avoir rapporté un nouveau méchant et aussi emblématique, ouais, c'était couillu, et d'amener un méchant aussi emblématique, de ne pas toucher à la continuité de Batman, et du coup c'est hyper intelligent de mettre le spectateur dans la même position que son héros et de dire mais attends, mais on n'était pas du tout au courant de ça. Et puis tout semble normal, hein, tout s'imbrique, se goupille sans problème, et finalement le lecteur est aussi du coup un peu Gotham, puisque on se met à la place de Batman parce que on se sent trahi par l'histoire qu'on lit de Batman depuis le début et de Gotham qu'on suit depuis le début. Vu que Batman parle à la place de Gotham, on est aussi Gotham finalement.
ouais, je trouve que tu parlais de finesse tout à l'heure et je te rejoins complètement quand tu dis ça parce que c'est très très finement fait quoi. La position dans laquelle se retrouve le lecteur, elle est ouf quoi. T'es aussi trahi que lui, tu te rends pas compte de ce qui arrive et puis c'est un Batman. Je veux dire, c'est quand même les premiers numéros d'un nouveau run, d'un relaunch et Batman est quand même hyper mal quoi. C'est-à-dire que il se rend compte que tout ce qu'il croyait jusqu'ici est pas vrai, quoi. Enfin, jusqu'à la fin d'ailleurs. Et ça me fait penser au jeu de. Alors, ils sont pas allés aussi loin hein, dans ce titre, mais je sais pas si vous l'avez fait, le jeu de Telltale Game sur Batman, le premier. Non. Ouais. Non, pas fait, moi, ouais. Où t'apprends. Ouais, moi, je l'ai fait, moi. Alors, du coup, je spoil, hein, désolé, mais t'apprends que. Alors, en tout cas, dans la version que j'ai faite, je sais pas si c'est commun à toutes les versions, du coup, mais j'imagine que oui, quand même. Que, Oui, effectivement, c'est la même chose. que les parents de Bruce finalement sont du mauvais côté de la barrière quoi. Après on aime ou on n'aime pas, mais je trouvais ça assez couillu de le faire et de me dire et moi j'avais été sur les fesses d'apprendre ça au bout de tant de temps et ah bon bah peut-être qu'effectivement ils sont du mauvais côté de la barrière et je trouvais ça chouette de faire ça et de mettre le spectateur dans cette position là pour un relaunch, pour un début de quelque chose. Enfin non, je trouve ça grand. Et bah, je trouve ça super chouette parce que ça aurait été beaucoup plus simple, comme on le disait tout à l'heure, enfin beaucoup plus simple, attention, pas pour les lecteurs, hein, pour les scénaristes et tout le monde, de faire par exemple, tellement plus facile de refaire revenir le Joker comme on le connaît et au premier numéro, tu vois, pour rameuter du monde. Je veux dire, rameuter du monde avec des nouveaux méchants qu'on n'a pas vus, c'est quand même un pari hyper risqué quand on se met à leur place, je trouve. Bah clairement oui, de toute façon. Enfin, après, ce qui est intéressant du coup dans l'idée qu'ils ont, même si on le découvre que plus tard, la Cour des hiboux, ça reste quelque chose de mystérieux, donc c'est vrai que ça peut appeler du coup à la fois le lecteur de longue date et le nouveau lecteur, Ouais, parce qu'il va se dire il y a un nouveau truc qui agit sur Batman, c'est cool et tout ça, ça va être chouette, du coup c'est intriguant, tu vois, donc c'est pas faux. je pense que c'est pour ça aussi que ça a beaucoup marché. Je pense que ça a aussi beaucoup marché parce que l'état d'esprit américain est. Enfin, c'est pas étonnant en fait que Gotham soit un personnage à part entière dans le run. Je vais plutôt reformuler ça comme ça, parce que dans l'esprit américain, les Américains sont très très liés aux villes, d'où ils viennent en tous les cas. La question des racines, je sais pas, c'est peut-être lié à leur état d'esprit colonialiste, je sais pas. Mais il y a quelque chose de très fort chez les Américains qui est toujours lié à leur ville. Ils sont, tu vois, enfin les New-Yorkais, ils sont New-Yorkais quoi. C'est ancré dans leurs veines, ils le revendiquent. Et ils ont ce truc-là, enfin, chez les Américains. Et du coup, c'est pas déconnant, en fait. Scott Snyder, là-dessus, c'est un Américain qui vient de la campagne des comtés américains. Donc, il a cet intérêt pour les gens, pour les habitants, et pour les lieux, pour les racines, et pour le folklore, en fait. Et du coup, c'est pas déconnant, en fait, que Gotham soit un personnage à part entière. Mais par contre, je vous rejoins complètement, et je te rejoins là-dessus, Jules. C'est clairement couillu, enfin. Parce que oui, on perçoit du coup Batman à travers les yeux, Gotham à travers les yeux de Batman, pardon. Mais on voit aussi comment Gotham et donc les villes et donc au final le système agit en fait sur les gens. Puisque est-ce que Bruce Wayne serait devenu Batman s'il a été né à Gotham? Est-ce que ses parents seraient fait assassiner s'ils avaient habité à Gotham? S'ils avaient habité à Metropolis, peut-être que ça se serait passé différemment. Il y a aussi ce truc-là de clarté, d'obscurité et de côté lumineux à Metropolis qui est vachement mis en balance par Scott Snyder. Et les dessins de Greg Capullo le renforcent clairement. Gotham, elle est vraiment très très sombre, et puis la colorisation de Plascencia le montre totalement. Enfin, c'est vrai qu'après, ils sont partis dans des délires vraiment très saturés. Mais au début, les 3 premiers arcs, en tous les cas, la Cour des hiboux et le deuil de la famille, c'est noir, quoi. Puis en plus, je me souvenais pas que ça charclait autant, quoi. Mais putain, ça pique le sang des fois. Hein. Et je viens de me faire la réflexion que ça marche aussi peut-être, le fait que Gotham soit un personnage à part entière, du fait qu'au final, on voit les protagonistes de l'histoire, la Cour des hiboux, Batman, Alfred, enfin voilà, mais finalement, on voit très très peu de citoyens de Gotham. On n'arrête pas de parler de Gotham, on voit beaucoup son architecture, on voit beaucoup ses rues sombres et malfamées. Au final, les citoyens qu'on voit, ils sont soit morts pendant l'enquête, soit c'est des policiers qui viennent ramasser un corps. Mais dans l'absolu, on voit très très peu de citoyens du coup. Et Gotham n'est incarné que par sa structure finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et même si Snyder a quand même rapporté Harper, je sais plus son nom de famille. Oui, Harper Row. Tout à fait. Ouais. D'autres personnes lambda, citoyens. Alors bon, le fait que ça se passe la nuit, majoritairement, y contribue forcément.
Mais je veux dire, même des petites frappes, des mecs, tu vois, faisant un casse ou quoi, enfin, jamais, quoi. Et je pense que ça contribue au fait que tu ne vois Gotham que comme ça, que par les dires de Bruce ou de Batman, et puis les dessins de Capullo qui te montrent les architectures et tout, enfin. Et je pense que Ouais, ça ce que contribue à ça. c'est ce que j'allais dire aussi, il y a énormément l'architecture qui joue, enfin tu le disais tout à l'heure Jules, t'en discutais avec Guinlange, mais il y a ce côté, le 13e étage, toute la symbolique du numéro 13 aux États-Unis qui est très très forte, hein, ça c'est vrai, hein. Les étages 13 sont toujours condamnés aux États-Unis, enfin si vous n'avez pas vu le film dans la peau de John Malkovich, enfin tout le concept du film est basé là-dessus, sur le fait que l'étage 13 n'existe pas ou en tous les cas est condamné. Et du coup c'est c'est toujours malin. Comment Greg Capullo et Scott Snyder intègrent vraiment l'architecture et du coup toute la narration visuelle en fait à leur récit. Enfin, le comics, comme toute BD, est un art visuel et un art séquentiel, mais je trouve qu'il y a quelque chose qu'on retrouve assez peu souvent chez les dessinateurs et qui du coup Greg Capullo arrive vraiment à faire, c'est que les décors racontent aussi une histoire et c'est hyper intéressant. Enfin, je reviens toujours à cette séquence, hein, mais le labyrinthe typiquement avec Bruce qui retrouve ses esprits, qui analyse en fait le décor, enfin les structures dans lesquelles sont faits le labyrinthe et du coup de où ça se situe dans la ville pour pouvoir se repérer, pour pouvoir sortir à la fin. Enfin, il y a tout un truc qui est hyper malin là-dedans. Et Greg Capullo est vraiment très très fort là-dessus, quoi. Enfin, vraiment, c'est assez ouf. Et ça m'a re-surpris à la relecture parce que je me souvenais pas de ce truc-là en fait. Et je m'attendais assez peu, puisqu'on le retrouve peu dans les comics en fait, qu'il y ait un focus aussi important sur la direction des bâtiments, quoi. Enfin, la direction artistique des bâtiments. Ouais, totalement. Et puis le labyrinthe, tu vois, tout à l'heure on parlait du spectateur qui est vraiment à la place de Batman. Là, physiquement, le lecteur, il est obligé de tourner son bouquin pour pouvoir lire le truc et regarder comme il faut. Et enfin, moi, j'avais trouvé ça dingue, quoi. Et il y a eu d'ailleurs, ça m'a fait rire, dans le je veux dire, c'est déjà pas facile à regarder parce que franchement, il y a des cases qui sont creepy, comme tu le disais tout à l'heure. Mais donc ouais, il faut que physiquement même si ça demande pas un effort considérable, faut pas déconner non plus, mais à tourner le bouquin pour lire le bazar. Mais ça m'a fait rire parce que quand il y a eu la collection là à 4,90 et qu'il y avait cet arc là dedans, il y a eu des tweets ou des messages sur Facebook de mecs qui demandaient si du coup c'était une mauvaise impression ou si c'était normal. Et je trouvais ça super rigolo, quoi, en fait. Que des gens se demandent si c'est un problème parce que ça coûte que 4,90 quand même. Donc là, j'ai l'impression qu'ils sont foutus de moi, ils ont imprimé le truc à l'envers. Et non, ils ont raboté sur d'autres trucs. Oui, bah, bien sûr. Mais dans la première édition, t'as vu, à la fin, ils mettent un mot, Urban. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, il y a un mot à la fin du chapitre dans l'édition originale, justement, que c'était pas un respect des créateurs. Hein. Peut-être qu'ils l'ont pas mis dans celui à 4,90, tu vois. Ça perturbe. Je sais pas s'ils l'ont mis. Ouais, ils l'ont peut-être pas mis, hein, pour rogner sur les pages, c'est pas étonnant. Mais du coup, ça, non, et puis, enfin voilà, Enfin, je sais pas si on va rebondir là-dessus, mais c'est quand même une idée fantastique et tu te demandes même pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui y a pensé avant de prendre ce hibou qui est le prédateur naturel de la chauve-souris pour être le prédateur de cette histoire, quoi. Mais tu sais que tu es très bon dans les relances, dis donc, mon cher Jules, puisque c'est le prochain point que je voulais aborder. Ah ouais. Oh là. Mais qu'il est fort, on dirait qu'il a le conducteur sous le nez. Non mais oui, je te rejoins complètement. C'est étonnant en fait que le hibou n'ait pas été mis en avant auparavant. Enfin, il a été mis en avant plus ou moins parce qu'il y a Allman qui avait été créé, qui est le pendant négatif de Batman sur du coup la terre du syndicat du crime. Ouais. Mais ça n'a jamais été vraiment un adversaire de Batman. Et donc c'est étonnant, mais en fait pas tant que ça, puisque c'est pareil quand on connaît un peu Scott Snyder et son penchant pour le folklore et pour tout ce qui est le jeu sur les mots, le jeu sur les métaphores et les imageries. En fait, c'est pas étonnant qu'il utilise ça et qu'il s'en serve comme son premier méchant, parce que par quel moyen lancer une nouvelle série, relancer une série, mettre un gros coup de poing sur la table que de mettre un méchant autant d'envergure qu'un hibou, qui est le prédateur naturel de la chauve-souris. Je veux dire, c'est mieux que le Joker, quoi. Ouais, le symbolisme est super fort, c'est sûr, et ça fonctionne parfaitement. Ouais, c'est ça, il y a tout le côté symbolique. Alors, c'est clair que Scott Snyder, il a ce focus qui est parfois trop important sur le symbolisme, et parfois ça devient juste chiant. Mais là, en tous les cas, je trouve que ça fonctionne vraiment hyper efficacement. Enfin, je crois qu'on l'a tous dit dans nos avis sans spoil, mais la cour des hiboux, c'est un super ennemi, quoi. Là, c'est vrai que du coup, c'est vrai que la cour des hiboux, c'est
c'est une idée, c'est une idée assez fantastique. Comme beaucoup des idées de cet arc-là, c'est vrai que ça tombe vraiment sous le sens et c'est pertinent de bout en bout. Et surtout à quel point, voir c'était là depuis le début, à quel point c'est lié à Gotham, à son histoire, que c'est quelque chose de caché. Mais moi, ce qui m'a un poil gêné, c'est que justement l'idée était tellement brillante que je trouve que elle a été légèrement sous-exploitée, dans le sens où finalement, dès le début, en fait, ça s'introduit sur Batman dans l'asile, et ensuite on voit très vite Bruce Wayne avec justement tous ses plans sur Gotham, sur comment il veut la redynamiser, l'améliorer, essayer de rendre la vie meilleure et tout ça. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, c'est cool, parce que du coup, il va vraiment jouer sur les deux tableaux. Le Bruce Wayne philanthrope qui revient avec tous ses plans sur la ville, qui va la modifier et tout ça, et le Batman qui fait ses activités à côté. Et je me disais, ouais, c'est vrai que c'est cool finalement, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Dans Batman, ça reste Batman. Et je me disais, ah ouais, du coup, c'est cool, ça va un peu changer. Et à l'introduction de la cour des hiboux, en plus, je me suis dit, là c'est l'ennemi parfait, parce que voilà, visiblement, c'est des hauts dignitaires éparpillés un peu partout de Gotham, des gens qui vivent dans l'ombre, une caste secrète, etc., qui a des moyens assez énormes. Et je me dis, ça va à la fois repartir sur Bruce Wayne, qui va devoir faire ça de manière publique, et le Batman qui va devoir lutter dans l'ombre contre la cour et ses sbires. Et finalement, je trouve que ça se focalise très vite sur Batman et son combat contre la cour, et finalement assez peu sur l'incidence que la cour a dans Gotham, en fait. Je trouve. Je sais pas si je suis assez clair dans ce que je dis, mais je trouve que cette partie manque. C'est un adversaire redoutable, mais justement, voir à quel point il est infiltré dans tous les réseaux de la société, je trouve ça un peu dommage de pas voir, je sais pas moi, faire, j'ai n'importe quoi, mais un arc plus long où ils auraient fait tomber Bruce Wayne, ils auraient fait faire faillite, où ils auraient attaqué Wayne Enterprise, ou voilà, voir un peu à quel point ils peuvent être influents dans le monde entier, en fait. Et on ressent pas trop cette menace globale, en fait. On sent qu'ils sont puissants et dangereux, mais ça influence que Batman et pas la ville de Gotham en elle-même. Alors moi, pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, je suis un très grand fan de 13. Et alors, de moins en moins les albums avançant, mais la série BD, ouais, 13. Et justement, moi, quand effectivement ils ont placé comme ça les pions et dire qu'effectivement c'était des hauts dignitaires, je m'attendais vraiment à partir dans un esprit de conspiration et que tu découvres au fur et à mesure que un tel ou un tel il fasse partie de la cour des hiboux. Alors là, je pars complètement en cacahuète, mais tu vois que tu te rends compte que finalement James Gordon fait partie de la cour des hiboux, ou qui est plus d'incidence effectivement sur Gotham et les protagonistes que tu as l'habitude de voir. Et ouais, je suis d'accord avec toi sur ce plan-là. Moi aussi, je m'attendais vraiment à une conspiration. Surtout quand tu connais le Snyder d'aujourd'hui, ce serait pas complètement con qu'il nous foute Gordon et même les parents de Bruce Wayne qui sont pas morts et qui en font partie. Hein. Par exemple. Tellement il est capable d'aller loin, les limites, aujourd'hui, ce serait permis ça, quoi. Ouais, ou même mort qui en est fait partie, quoi. Enfin, dans l'absolu, tu vois, que rien que ça, et encore une fois, par rapport au jeu Telltale Game, tu vois, on n'aurait pas été loin de ça. Mais je veux dire, ça aurait été ouf que Bruce Wayne se rende compte que non seulement il y a la cour des hiboux, mais qu'à un moment donné, ses parents, ou qu'un de ses parents, peut-être, pourquoi pas, en ait fait partie, quoi. Peut-être avec de bonnes intentions au départ, mais en tout cas, ouais, voilà, que un de ses parents ait fait partie de la cour des hiboux, ça aurait pas été déconnant, et puis ça aurait été... Justement, il y aurait eu ce côté conspiration et un peu un what the fuck de fin d'épisode, ça aurait pu être vraiment cool, quoi. Surtout qu'il avait toutes les pistes, quoi. Il avait toutes les clés et tout était positionné, ça marchait nickel. Après, est-ce que ça aurait pas été trop généreux et trop lourd par rapport à tout ce qu'il y avait à côté? C'est vrai que là, c'est un manque, mais quelque part, le récit est très généreux quand même, donc il se serait peut-être emmêlé. Hein. Un Alfred tiraillé entre les deux, tu vois. Putain, ça aurait été super bien, ça. Bah, surtout qu'avec du coup, dans le tome d'Urban, dans le tome 2, on a ce qui s'appelle les backups dans les numéros VO, donc les petites histoires qui complètent le numéro que tu vois et qui sont centrées du coup sur l'ancêtre d'Alfred. Je crois que c'est son père, il me semble. Si je dis pas de bêtises. C'est son père, c'est Jarvis, et j'ai un très gros problème avec ça. Ah. C'est-à-dire, je comprends pas. C'est pas possible en fait. Je veux dire, ou alors le fils dont il parle, il a déjà 30 piges. Enfin, il y a un moment donné, c'est pas possible. Ça colle pas au niveau des dates quand même. Ah oui, ça c'est les problèmes de temporalité classiques. Ah mais la vache, quoi. Oui, non, mais je me suis fait la même réflexion, t'inquiète pas.
Non, mais je me suis dit, mais attends, je comprends pas. Parce qu'effectivement, je me suis dit, attends, c'est pas son grand-père, c'est son père. Mais attends, c'est pas possible. Parce que son père est donc au service de Martha et de Thomas. Et il y a Bruce. Enfin, du coup, ça colle pas, quoi. C'est pas possible. Oui, il y a un problème de cohérence là-dessus. Oui. Donc, c'est un peu ballot, surtout bon, on la comprenne qui pourra, mais surtout que voilà, il se trompe dans la temporalité et le temps, alors que Dr Manhattan est fils d'horloger. Enfin voilà, moi je dis ça, je dis rien. Mais il y a vraiment. Pour les amateurs de Rebirth, il y a quand même quelque chose qui va pas. Hein. Tout ne se justifie pas. Ou alors le Flashpoint déconne à mort, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas possible, quoi. Non, c'est à plein de niveaux, oui. Non, mais enfin, tu vois, on parlait de maîtrise tout à l'heure. J'ai tourné la page pour voir si c'était lui qui avait écrit. Je me suis dit, mais comment c'est possible de déconner à ce point-là? Enfin, c'est bête, c'est se prendre les pieds dans le tapis, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, Alfred peut pas avoir et être, enfin, peut pas être et avoir été. Enfin, c'est bizarre. Ils en parlaient pas. Moi, j'ai une idée dans la tête. Ça s'est pas dit après, comme quoi en fait, mais que le père aurait été mis à la service de la famille Wayne, mais que c'était quelque chose qui plaisait pas du tout au fils et qui se parlait depuis longtemps, mais qu'en fait, il était déjà assez âgé à ce moment-là. Je sais pas si ça. Oh, ils en parlent non, ils en parlent pas dans cet arc. En fait, c'est dans All Star Batman, dans le tome 3, il me semble. Ah, c'est ça, alors oui, ça se justifie là, je crois. Parce que là, du coup, ça s'explique un petit peu, en fait, du coup, dans ça, mais. Ouais, mais attends, je crois que. Ça s'explique 4 ans plus tard. Le Bruce, il doit avoir 5 ans. Je veux dire, pour avoir, je sais pas, il a allé 70 piges quand même, Alfred. Enfin, moi, je le vois comme ça. En fait, dans les New 52, il a plutôt été rajeuni. Je crois qu'il a plutôt 40 balais, Alfred. Il fait plus que 40. Ah, d'accord. Non, mais enfin. Bah, t'as vu la vie qu'il lui fait mener, là aussi, l'autre encapuchonné, là, quand même. Ça vieillit n'importe qui. Hein. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Carrément. Et d'ailleurs, ça, c'était cool aussi, cette relation entre Alfred et. Enfin, j'ai beaucoup aimé aussi, moi, ça, dans les deux titres. Dans la cour et dans la nuit. Je trouvais qu'il y avait une bonne relation entre Batman et Alfred. Moi, c'est quelque chose que j'attends à chaque fois dans tous les titres sur Batman que je lis. J'aime beaucoup la relation qu'il a avec lui et je suis toujours très attentif à celle-ci et j'aimais bien le ton qu'il y avait un peu pas à faire des vannes mais avec une certaine ironie ou ils arrivent toujours à maintenir ça et je trouve ça vraiment cool. Et là, le fait que effectivement Alfred fasse un peu partie prenante du truc, c'est cool quoi. Mais, voilà. Pour moi, il a aussi bien réussi la relation Alfred-Batman qu'il a raté celle de Dick et Batman. Quoi. Ça, on en reviendra plus tard, mais. Ouais, totalement. Ah oui, celle de Dick et Bat, c'est clair. Honnêtement, on peut embrayer dessus tout de suite, puisque l'un des éléments, l'un des twists qu'on a, c'est qu'en fait, Dick, c'est pas tellement incongru qu'il soit devenu un Robin, dans tous les cas, qui sont intervenus dans la vie de Bruce, puisqu'il était destiné à être ce qu'ils appellent les ergots, donc c'est-à-dire un des soldats de la cour des hiboux, des soldats en fait invincibles, puisque la famille Grayson était liée à la cour des hiboux. Dans tous les cas, il aurait dû être sacrifié à la cour des hiboux. Et donc c'est un des twists qu'il y a dans le tome. Je crois que il me semble que c'est à la fin du tome 1, je crois. Ouais, qu'on a ce twist. Puis qu'on apprend ensuite qu'au final, c'était quoi son arrière-grand-père, un des ergots. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y avait sur le premier cadavre qui retrouve l'ADN de Dick, du coup. C'est exactement ça, voilà. C'est que l'un des ergots qu'affronte Batman, le premier ergot qu'affronte Batman, c'est en effet un ancêtre de Dick Grayson. Donc voilà, qui renforce les liens, en tous les cas, avec Dick et la ville de Gotham, en fait. Alors, c'est vrai que toi, tu disais, Dr. Comics, du coup, que c'était la relation, tu l'as trouvée entre Dick et Bruce foirée. Ouais. Bah, moi pour revenir sur ce que tu viens de dire, comment ça a été mis sur ce. Bon, c'est un coup de. Ça se fait beaucoup dans les comics et l'arc là, il fonctionne beaucoup là-dessus. C'est des coups de retcon dans la continuité pour ils implémentent des choses dans le passé pour dire, mais regardez en fait ce qui s'est passé. L'idée là, je la trouve assez cool finalement que il y ait cette idée parce que ça change finalement rien au destin de Dick et ça apporte un petit plus qui est pas désagréable et qui enrichit pas mal l'intrigue là. Mais enfin voilà, Dick pour moi c'est un personnage qui est solaire en fait. Moi j'ai aimé ce personnage, je le connaissais pas mais je l'ai vraiment aimé. Je pense qu'on en parlera un jour, mais pendant la période d'Infinite Crisis de Geoff Jones où il y a un moment où c'est vrai qu'il disait le monde est un peu perdu en sucette, etc. Mais moi ma terre est mieux. Et la question que posait Batman c'est est-ce que dans ton monde Dick Grayson est une meilleure personne?
Et là, il lui dit que non. Et c'est vraiment ce côté, c'est Dick Grayson, c'est la personne peut-être la plus humaine de l'univers du DCU. Il dégage un espoir qui est fou. Il y a une combativité, une joie de vivre et un côté qui se donne à fond pour les autres qui est hyper appréciable. Et là, je sais pas, il est écrit un peu comme je sais pas, un peu un jeune blanc-bec un peu prétentieux qui s'amuse à faire des vannes et à titiller Batman et qui fait un peu l'idiot en fait, qui voit en fait que c'est quelque chose qui touche vraiment Batman à cœur, cette histoire-là, qui l'attaque profondément. Et là où normalement on aurait eu un Dick Grayson écrit autrement par d'autres auteurs qui justement s'inquiéteraient de son mentor et de Batman, qui essaieraient de prendre ça à cœur et de l'aider, enfin, on le trouve vraiment un peu en mode moqueur, un peu qui surveille de loin, etc. Et il y a ce moment où on ne sait pas pourquoi Bruce lui met une patate à un moment, la bonne patate du forain, en lui enlevant une dent qui se trouve être la dent où il y a justement la capsule de voilà. Enfin, je veux dire, je suis pas dentiste, hein, mais je pense que pour arracher la dent ciblée en une seule patate, faut quand même le faire. Ta gueule, c'est Batman. Voilà, c'est ça. Et même à la fin, ta gueule, c'est Snyder, j'ai envie de dire. Mais il y a ces trucs qui m'ont un peu gêné. En fait, je reconnaissais pas le Dick que je voulais. Je voyais juste comme un Robin un peu insupportable. Et ça m'a un peu saoulé, en fait, parce que j'aurais vraiment voulu retrouver cet héritage de Dick Grayson et la pierre angulaire que c'est dans l'univers Batman. Et je trouve que c'est complètement foiré. En fait, il est juste énervant. Et c'est la seule récit où j'ai trouvé Dick Grayson énervant. Ah, c'est vrai qu'il est énervant, c'est vrai. Mais après, c'est quand même hyper intelligent de l'avoir amené avec l'Ergo, tu vois, puisque l'Ergo, je trouve que c'est génial. Ouais. Le point fort de la cour des hiboux, graphiquement, c'est super beau. Franchement, cool. le costume, il est ouf. Alors que le reste de la cour, bon, le masque est cool, tu vois. Mais leurs points forts, ils sont insaisissables, ils sont pluriels, ils sont invisibles. C'est aussi leurs points faibles. Ils sont impersonnels, ils sont sans visage. Et l'Ergo, ça donne vraiment la force de la cour des hiboux, tu vois, je trouve. C'est le bras armé, tu vois. C'est exactement ça, c'est le bras armé, mais encore une fois au sens propre comme au sens figuré, quoi. C'est vraiment toute la force effectivement qu'a l'Ergo, et les combats sont dessinés de super manière, quoi. Enfin, franchement, dans la tour là, dans le premier, ou la première confrontation avec lui, elle est mortelle. À chaque fois qu'il le croise, mais ça dépote sévère, quoi. À chaque fois, il est acculé. Ceux qui parlent souvent de la cour et de la nuit des hiboux disent que le premier tome est bon, le deuxième beaucoup moins. Encore une fois, moi je parlerai plus de la fin, mais le deuxième, qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il démarre avec tous les ergots qui se réunissent et qui se piquent sur le manoir Wayne. Lui qui ressort avec une armure, enfin c'est juste dantesque, quoi. Enfin, moi j'ai surkiffé ce truc, quoi. Enfin, le Batmecha, c'est trop bien. Oh la vache. Et puis avec cette idée de baisser la température pour justement gagner du temps, et puis de concert avec Alfred qui sait pas s'il doit sortir ou pas, la cour des hiboux et donc les ergots qui comprennent très vite, parce que jusque-là ils ne l'avaient pas compris. Ils voulaient tuer Bruce, mais c'est que quand ils se retrouvent dans la Batcave qu'ils comprennent que c'est Batman, et là ça part en cacahuète sévère, quoi. Je trouve que la cour des hiboux, justement, intéressant pour ça. Enfin, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. La cour des hiboux, c'est cette force insaisissable, et c'est parce qu'ils sont riches, quoi. C'est des mecs friqués, et du coup ils ont les moyens un peu de se transmettre de génération en génération leur puissance. Et c'est inscrit du coup dans leur, j'ai envie de dire, dans leur ADN, aux membres de la cour des hiboux, d'être aussi influents et de pouvoir être aussi influents surtout. Et du coup d'avoir ces ergots, cette force invincible en fait, c'est très très fort. Mais là encore, c'est un des points faibles du récit au final, c'est que en fait ça va très vite être balayé parce que y a ce twist du coup sur lequel on va revenir juste après, mais qui est un peu explosé et pété, et qui du coup c'est ce que tu disais un peu en introduction, Jules, c'est que on passe de la cour des hiboux, grande menace de Gotham, à quelque chose de beaucoup plus intime, et qui finalement fait un peu un décalage, et ça déconne un peu, c'est un petit peu bizarre. Mais du coup, juste pour revenir sur ce que tu disais, Dr. Comics, sur Nightwing, je trouve qu'en fait le problème, je pense que Scott Snyder a voulu vraiment écrire Dick comme cette force un peu tranquille, tu sais, à la cool, la lumière de Batman, parce que c'est ce qui est un peu Robin, et c'est ce qui est notamment Dick Grayson, c'est la lumière un peu dans l'univers Batman. Mais je pense qu'il se foire au niveau des dialogues, parce que juste il sait pas écrire ce genre de personnage. Le sarcasme, c'est pas quelque chose que Scott Snyder maîtrise forcément. Et je pense que oui, ça déconne un peu sévèrement, parce que oui, à chaque fois que tu vois Dick, c'est juste qu'il est là en mode hey, Bruce, ça va? Comment est-ce que je vais pouvoir te faire chier aujourd'hui, dis donc? Je me demande. Et voilà, du coup c'est un peu con. Et c'est con parce que ça avait plutôt bien démarré quand, ce que tu disais, Jules, tout à l'heure avec
le masque holographique où Dick se Carrément. prend pour le Joker. Et le Joker, ça marche bien, ça montre un peu l'alchimie du coup qu'il y a entre Dick et puis Bruce. Mais, enfin, après, c'est juste n'importe quoi. C'est le mec qui débarque en mode ah, je vais te casser les couilles aujourd'hui, tiens. Alors même que toute l'idée d'Olivier Dick à la cour des hiboux est plutôt intéressante vis-à-vis de la vie des circassiens. De ce côté-là, même si ça tombe un peu dans cette espèce d'effet d'extrême de Scott Snyder, où des fois il a un peu besoin de surexpliquer tout et de trouver une raison à absolument tout. Mais comme peut avoir ce défaut Christopher Nolan, par exemple, puisqu'on reste dans l'univers de Batman, c'est pas fondamentalement gênant, ça gâche pas l'expérience, mais c'est parfois un peu lourdingue. Et je sais pas si le personnage de Dick Grayson avait forcément besoin de ça. Peut-être que ça aurait été bien de laisser juste l'ergot comme une force surpuissante et invincible sans forcément avoir besoin de l'expliquer derrière. Je sais pas. C'est surtout qu'en fait, c'est quand même une révélation assez violente sur lui, sa famille et ses origines, et c'est un peu. Ouais, bon, bah écoute, c'est pas grave, hein, ça changera pas mon week-end. Hein, tu vois. Alors, c'est quand même un truc qu'elle était destinée à devenir un des plus grands ennemis de Batman, etc. Enfin, je trouve que du coup, bah, on en reparlera au moment de la fin, mais ça. Ouais, ça fait pchit. Y a pas d'autre mot. C'est. Voilà, c'est ajouté, mais pchit, on s'en fout. Après, de mémoire, je crois que dans la série Rebirth, Nightwing, C'est ça, c'est ce que je veux ils en dire. parlent pas mal de la cour des hiboux. Oui. Il enquête. Alors dans la série Nightwing, du coup, qui est écrite par Kyle Higgins pendant la New 52, qui est un pote à Scott Snyder, du coup c'est là en fait où on voit vraiment les conséquences sur Dick, puisqu'il va devoir se battre contre un ergot, et je crois contre l'ergot Grayson d'ailleurs. Et oui, en effet, ça revient dans Nightwing Rebirth, puisque il va à nouveau être confronté à la cour des hiboux. Ouais. Il est pas justement infiltré? C'est le premier arc de Nightwing Rebirth, il est infiltré dans la cour des hiboux. Et il doit, du coup, enfin voilà, là c'est intéressant, mais parce que voilà, Tim Seeley a des idées assez intéressantes vis-à-vis de ça, et il fait une utilisation assez maligne de tout ce concept-là en fait. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à la cour des hiboux, ou alors est-ce qu'on peut embrayer directement sur ce fabuleux twist dont on n'arrête pas de parler depuis quasiment 1h20? Ah oui, parlons-en. Je dirais c'est juste que la cour des hiboux, on ne sait pas qui c'est finalement. Ça, c'est le dernier truc que je dirais, Oui, mais on n'a aucune info de. Voilà, on ne sait pas qui c'est. Il y a des enfants, visiblement, dedans aussi, ça fera réagir la famille de France. Ce passage. C'est d'un glauque. C'est ce côté-là qui est ouais, fascinant, ils sont insaisissables, quoi. On ne sait pas qui c'est derrière glauque. les masques. Et c'est là où c'est la tension, c'est le climax maximum. Quand on voit ça, on se dit, mais mon Dieu, il n'y a pas de limite à cette folie, mais ça va devenir ouf. Et ça part un peu. Voilà, c'est ça qui accentue d'autant les regrets, quoi. Permettez-moi, s'il vous plaît, d'expliquer ce twist, parce que bon, c'est quand même. Il faut un niveau de concentration et d'abnégation assez incroyable. Vas-y, c'est cadeau. C'est cadeau, merci, tu es trop aimable. Donc, on apprend en fait que l'un des membres de la cour des hiboux, c'est en fait un personnage qu'on a vu pendant tout l'arc. Personnage qui s'appelle Lincoln March, qui est en fait un membre de la cour des hiboux et qui, eh bien, au détour d'un dialogue, nous apprend qu'il est en fait le frère caché de Bruce Wayne. Voilà. Et donc ça nous tombe, comme ça vient de vous tomber sur la gueule, comme ça. Donc on croyait que la cour des hiboux était en fait une menace pour la ville de Gotham, et tout d'un coup, il y a cette espèce de basculement du récit, où ça devient en fait un récit sur les Wayne. Et du coup, c'est en fait hyper étrange. Et comme je le disais, j'ai l'impression que on a tapé un grand coup en mettant la cour des hiboux, parce que ça apparaît, je crois, dans l'avant-dernier numéro, peut-être un petit peu avant. Mais en gros, t'as l'impression que Snyder s'est dit putain, faut encore que je remette un coup de pression, là, un autre twist, parce que sinon je vais mal finir mon récit. Donc voilà, il y a ce personnage de Lincoln March où lui en fait pense qu'il est le frère de Bruce Wayne, mais en fin de compte, on le sait pas. En fait, c'est ce qu'on disait en fait depuis tout à l'heure, c'est que le twist en tant que tel, il n'est pas fondamentalement gênant. C'est juste qu'en fait, il n'y a rien qui est fait derrière, puisque l'arc se termine et on ne sait pas si ce Lincoln March est vraiment le frère de Bruce Wayne, ou alors si, comme Bruce le pense, il s'est fait capturer et endoctriner par la cour des hiboux à croire qu'il était le frère caché de Bruce. Parce que Bruce nous révèle que effectivement, sa mère a accouché d'un autre petit garçon, mais qu'il serait mort. Il y a ce truc, en fait, cette espèce de doute qui est pas forcément gênant, puisque ça arrive tout le temps dans le cadre de run qu'un auteur ne termine pas complètement et se laisse du coup une autre porte pour un autre arc. Le problème en fait c'est que derrière ça va jamais être réutilisé et du coup c'est un peu le soufflet qui se dégonfle quoi. Alors du coup, si tu me permets, juste avant d'embrayer sur le truc, est-ce que chacun on pourrait, enfin ça vous dérange pas, et puis ça n'engage à rien, on va pas vous couper la main si voilà, mais c'est plutôt oui ou plutôt non vous le fait que ce soit le frère? Mais moi, il y a un passage, tu vois, qui me fait dire oui. Ouais. C'est dans un des backups.
Ouais. Il parle de l'accident de voiture. Oui. Et on sait que l'accident de voiture a eu lieu entre la rue Lincoln et March. Et là, tu vois, ça me fait penser, c'est forcément lui. Alors, ouais, je suis d'accord avec toi sur ce coup-là. Voilà, c'est le petit indice qui me fait un peu, je pense que c'est lui, tu vois. Mais sans en être certain. Alors, précisons aussi que elle a bien eu un enfant, hein, par contre. Oui, ça c'est ce que j'ai dit. Hein. Oui, pardon, elle a bien eu un enfant. Ouais, elle a bien eu un enfant et Bruce a bien eu un frère, mais il serait mort du coup dans ce fameux accident. Et enfin, du coup, pour répondre à ta question, Jules, pour moi, non. Cet élément, justement, le croisement entre Lincoln et March, peut être un élément qui a servi au récit que la cour des hiboux lui a servi. Et ça me paraîtrait pas déconnant. Donc pour moi, c'est non. Pour moi, c'est un mec qui a vraiment été endoctriné et qui a été construit. Même si, là encore, on peut saluer le travail de Greg Capullo. Niveau visage, il se ressemble énormément. C'est sûr. Est-ce que c'est parce qu'il a beaucoup de mal à dessiner des visages différents aussi? Ça, c'est un autre débat que je me permettrai pas. Ça peut en effet être une idée. En effet, je me souviens de ces moments dans les derniers numéros où j'avais l'impression qu'un personnage féminin était Bruce Wayne. Et j'ai été putain, c'est quoi ce bordel? Quel nouveau camouflage exceptionnel. C'est ça. C'est exactement. Et du coup, toi, Dr. Comics, t'en penses quoi? Oui ou non? Alors moi, c'est pas pour être un faillot, mais moi je suis plutôt d'accord avec toi. Pour moi, c'est plutôt non. Pourtant, l'idée d'un frère à Bruce, enfin voilà, c'est des choses qu'on a vu justement. Tu parlais d'Allman avec Earth 3 où il y avait bien un frère. Il y avait bien un frère justement dans la famille Wayne. Ils étaient bien deux, donc ça aurait pu ne pas être déconnant. Mais moi, c'est toute la, même c'est con, c'est la justification de Batman pour moi qui me convainc aussi, c'est que j'ai du mal à imaginer le truc du gamin élevé en secret sans le dire à Bruce Wayne, ni quoi que ce soit. Je trouve que c'est complètement. Je préfère me dire, parce que là, c'est quand même un gros coup dans la retcon qui serait assez énorme. Je préfère me dire que c'est justement un truc complètement imaginé de toutes pièces en se basant sur tout plein de détails pour déstabiliser Batman que vraiment un vrai personnage comme ça. Parce que, pour moi, ça enlèverait beaucoup de choses aussi à l'image que j'ai des parents Martha et Thomas Wayne, quoi. Et j'ai pas envie, pour moi, de toucher à cet héritage-là de Batman et voilà. Donc je préfère me dire que c'est non. Mais le pire, c'est qu'on n'aura jamais la réponse, que ça, ils n'en ont jamais reparlé, je pense. De mémoire, jamais ils ont évoqué Lincoln March une nouvelle fois. D'accord. Le personnage Lincoln March est revenu, notamment dans la maxi, enfin dans la méga série Batman Eternal. Mais en gros, il revient comme n'importe quel méchant en fait dans Batman Eternal, juste pour faire chier Batman. Et il est encore convaincu qu'il est le frère, donc voilà, ça sert à rien. Okay. Voilà, c'est tout. Voilà. Et ma copine m'a appris que par contre là, il y a un auteur dans une série, pas la série Batman, mais dans une autre série, qui serait en train de le faire revenir. Alors après, est-ce que ce sera du coup expliqué? Enfin, c'est un peu problématique cette affaire parce que c'est soit en fait tu confirmes que c'est un frangin et du coup tu mets un sacré coup dans la gueule à la famille Wayne, tu crées une sacrée retcon, enfin tu fous un sacré bordel quand même dans la famille Wayne et je suis pas forcément sûr que le personnage ait besoin de ça en ce moment. C'est que mon avis. Ou bien soit tu confirmes l'inverse et du coup tu risques de te foutre à dos toute une partie de gens qui pensaient que oui c'était bien, il avait bien un frère, gna gna gna. Je pense qu'aujourd'hui de toute façon je pense pas qu'on aura de réponse. Je pense que cette affaire-là, elle est morte et enterrée. Par contre, ça tend à me confirmer que je pense que Scott Snyder a complètement modifié ses plans pour la série. C'est-à-dire qu'à mon avis, la cour des hiboux et Lincoln March, c'est un truc qui devait revenir à un moment donné dans son run, plutôt que de partir dans toutes les directions où il est parti après. Ça aurait pas été déconnant, je trouve, de finir le run là-dessus en ramenant ça. Mais finalement, ça n'a pas été fait, quoi. Et peut-être qu'il n'aurait pas eu l'idée du métal, ça aurait été incroyable. Mais non, j'ai surtout un gros problème en fait avec ce personnage parce que scénaristiquement je comprends pas en fait. C'est-à-dire que pour encore une fois la faire courte, le mec est donc un politicien qui aspire à devenir maire, demande le soutien de Bruce Wayne dans la tour où Bruce Wayne est censé mourir. Donc il y a Lincoln March qui en prend un sacré et qui se retrouve à l'hôpital, qui aurait pu tout à fait mourir à ce moment-là. Et en fait, Snyder le fait revenir pour le faire mourir 30 secondes plus tard. Et c'est à la suite de cette mort-là que donc il reviendra comme un ergot et en ayant feinté sa mort et voilà. Et du coup, je comprends pas pourquoi il est pas mort dans cette tour en fait. Tu vois, ça aurait été un twist encore plus de faire revenir un mort. Là, t'as l'impression que c'était un personnage qui du coup a échappé à la mort, qu'on a mis de côté. Et on revient, ah oui merde, mais attends, on n'avait pas prévu de le faire mourir lui.
bon bah on va le faire revenir et puis on va le faire mourir. Je sais pas, je trouve ça hyper bizarre. Il y a un truc qui colle pas avec ce personnage, je trouve. Bah, après, s'il était mort dans la tour, il aurait pas vu tout ce qu'a fait Bruce Wayne face à l'Ergo et comment il s'en est sorti. Et ce qui justifie qu'il ait eu les doutes à peu près sur l'identité de Bruce Wayne et Batman, quoi. Je pense. Oui, mais je suis d'accord, mais justement, tu aurais très bien pu le faire revenir comme un ergo, je sais pas, supérieur, qui le toise et qui le regarde depuis son pignon, quoi. Oui. Je comprends pas pourquoi l'avoir fait vivre à ce moment-là. Parce que tu l'aurais vu avoir des relations, en tout bien tout honneur, avec Bruce tout au long des épisodes. Tu vois, des échanges à un mec qui devient peut-être même son confident, tu vois, j'en sais rien. Ça aurait pu être justement intéressant qu'il y ait ce retournement de situation-là. Mais là, en fait, après ses blessures et son séjour à l'hôpital, tu le revois pas du tout jusqu'à juste avant de mourir, donc. Ouais, bah après, moi j'ai une théorie, je pense que Snyder avait lu Silence juste avant et qu'il se dit ouais non là c'est chaud, les gens vont se douter de quelque chose. Si je le bute et que je le fais revenir, les gens vont ils vont comprendre mes lectures de chevet, donc faut pas que je fasse ça. C'est pour moi c'est quand même à l'époque ce twist en tant que jeune lecteur, moi il m'avait je me suis dit waouh mais c'est énorme, comment c'est incroyable, il casse tout. Et depuis bah j'ai lu Silence et j'ai appris après que Silence c'était avant tout ça. Et quand a posteriori on réfléchit, on se dit ouais en fait finalement cette idée là et ce twist là c'est quelque chose qui est pas si nouveau que ça et ça a déjà été fait bien avant par Jeff Loeb, quoi. Mais du coup, c'est ça dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que du coup, à la relecture, donc je m'étais affolé à voir la première, à la relecture, je me suis dit ah mais oui, mais il me semble que c'est Lincoln March en fait à la fin le vrai méchant, enfin le vrai méchant, un des méchants quoi. C'est Iron Man avec une armure avec une tête de chouette quoi, donc. Ouais, c'est ça, c'est pour être généreux, mais ça arrive comme un cheveu sur la soupe quoi. Et aussi pour justifier que ils sont tous morts. Pourquoi ? Parce qu'il y a lui, tu vois. C'est pour vraiment dire la cour des hiboux c'est fini à Gotham quoi. Et alors, moi, ta gueule c'est Allman. Ouais, tu vois. Ce qui me gêne beaucoup, alors ok, cette histoire de doute, il est cool. Ce qui est pas cool, c'est qu'on n'en fasse rien après. Mais te laisser le doute et tout, moi dans l'absolu, ça me gêne pas, au contraire, tu vois. Mais donc ce qui me gêne, c'est ce qu'ils en font pas, du coup. Je trouve ça bête en fait. La cour des hiboux a une telle aura que je trouve dommage de finalement tout recentrer sur les Wayne. Comme on disait tout à l'heure, on trouve que ils auraient peut-être dû en faire un peu plus sur l'esprit conspiration, en dire un peu plus sur la cour des hiboux, machin. Et là, au final, le mec se sent obligé de recentrer le truc sur les Wayne, et c'est vraiment dommage, quoi, qu'il n'ait pas été juste le pion du début à la fin. Là, il faut qu'il soit dans l'enjeu du truc, et c'est bête, je trouve. Oui, parce que ça ramené un élément de complexité supplémentaire qui n'est pas forcément très utile en fait là-dedans. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est dans du mainstream, on est dans de la licence. On ne peut pas écarter qu'il y a peut-être une ingérence aussi éditoriale derrière. C'est-à-dire qu'il y a peut-être à un moment donné Dan Didio ou bien Jim Lee qui a dit non, mon gars, la cour des hiboux, c'est un ennemi beaucoup trop balèze, beaucoup trop puissant, qui a un putain de potentiel, il ne faut pas que tu l'élimines. Va falloir que tu t'émerdes pour trouver une pirouette. Pour finir ton arc autrement que par l'élimination en totalité ou en partie de la cour des hiboux, parce qu'il faut la maintenir. On ne peut pas écarter ça. À l'époque, Scott Snyder, il n'a pas la sphère d'influence qu'il a maintenant où il peut faire absolument tout ce qu'il veut. C'est pas non plus à occulter. Hein. Pour moi, les 2 ou 3 derniers numéros, moi je pensais à ça à la relecture. Je me suis dit c'est pas possible, le mec a pas fait ce qu'il voulait, quoi. Ou alors, ce qu'il voulait, c'est vraiment pas ce que je voulais, moi. Mais je me suis vraiment dit, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui lui a dit, attends, mon gars, ça va pas être possible. Je vais t'expliquer comment ça marche. Mais je me suis vraiment dit ça à la relecture. Parce que je m'étais honnêtement pas du tout dit à la première. Hein. Mais là, je me suis dit, mais mince, ça a tellement rien à voir. Ça part tellement en cacahuète d'un seul coup, quoi. Ouais, c'est ça le problème, quoi. C'est que ça part tout de suite en gros bourre-pif, quoi. Enfin, c'est... Voilà, quoi, c'est l'impression que c'est vraiment pour finir sur une note généreuse en action, j'ai envie de dire, et pas dans des trucs verbeux et tout. Mais c'est un peu le décalage qu'il y a. Enfin, t'as la cour des hiboux qui est verbeux, très explicatif, où vraiment tu découvres la conspiration, puis t'as la nuit des hiboux, c'est limite du pam-pam boum-boum, quoi. Enfin, c'est ça. Il y a un grand écart entre les deux tomes, c'est assez fou. Ouais, c'est assez ouf, hein, franchement. Je me souvenais de ce grand écart. C'est quelle année la cour des hiboux ? Je me souviens plus. C'est 2011. 2011.
Ah ouais. Ouais. Justement aussi par rapport à ce que tu dis, on peut aussi avoir le raisonnement inverse de l'influence édito, du côté que à la cour des hiboux finalement, c'est pas un ennemi personnifié en fait, c'est un ennemi multiple, c'est un ennemi qui est très, on va pas dire métaphorique, mais presque. Et finalement, est-ce que le lectorat se dire ouais mais attends, quand est-ce qu'il tape sur quelque chose Batman quoi? Je schématise un peu, mais quelque part là, Lincoln March il incarne un peu Oui, c'est ça. malgré son twist etc, ça incarne la figure sur laquelle il faut taper pour la battre, pour résoudre l'histoire finalement. Et le fait que ça intervienne aussi tard, ça me fait penser à ça moi. Bah, surtout que Lincoln March en tant que tel, enfin, moi je sais que je me suis fait la réflexion à la relecture, bah, c'est pas un personnage très intéressant quoi. Enfin, il est quand même hyper, enfin, il est chiant quoi. Au final, là où je trouve ça encore plus bête, c'est comme on disait tout à l'heure, le bras armé de la cour des hiboux, c'est l'ergot. Il n'a pas besoin d'enlever son masque, si tu veux. La cour des hiboux, c'est l'ergot. Et donc, tu as l'impression que le gars, il s'est senti obligé de personnifier, comme tu disais, l'ergot pour pouvoir se battre contre lui. Alors qu'il aurait très bien pu... je comprends pas cette volonté d'obligatoirement montrer le visage. C'est pire, tu sais ce qu'il y a en dessous, tu vois ce que je veux dire? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que ça aurait été encore plus terrible finalement d'affronter un ergot qui ne parle pas, froid et méticuleux et qui a apparemment le dessus sur lui, quoi. Mais ça aurait peut-être été mieux justement de n'avoir que cette espèce d'ergot suprême, supérieur, tu vois, Allman, et puis c'est tout quoi. On s'en fout qu'il ait, enfin, on s'en fout qu'il ait une explication. On aurait pu critiquer le méchant en tant que tel parce que, enfin, son côté armure un peu Iron Man, je me fous de sa gueule, hein, mais c'est littéralement ça quoi. Le mec il a des jetpacks, il a des gadgets dans tous les sens, c'est un peu délirant quoi. Mais ça aurait suffi en fait, il n'y avait pas besoin de ce twist sur Lincoln March quoi. Enfin, Lincoln March on s'en fout, enfin. C'est peut-être ça qui est encore plus dommage en fait, c'est que Lincoln March on s'est jamais vraiment attaché à lui, on l'a juste vu comme ça, bon il est là tant mieux, il est pas là tant pis je m'en fous. Tu le disais Guinlange et je le disais aussi, on a quand même cette impression que à la fois la cour des hiboux et Lincoln March, ça fait quand même être quelque chose qui allait peut-être revenir ultérieurement dans le run au lieu de tout ce qu'on a eu en fait à la place. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la cour des hiboux on pourrait la voir revenir d'une manière ou d'une autre? Pour moi, je pense qu'elle a perdu beaucoup de son impact à cause du temps qui a passé. Entre-temps, on s'est tapé quand même 40 autres numéros de Snyder et Snyder une bonne partie du run de King là, sur 85 numéros sans y faire mention. Ça n'a pas dans les plans de James Tynion non plus. Là, la faire revenir tout de suite, ou alors il faudrait vraiment la reconstruire, la recontextualiser et vraiment l'utiliser pour ce qu'elle est, quoi. Mais là, actuellement, puis j'ai pas vraiment envie de revoir la Lincoln March revenir. Donc, je vois pas actuellement dans les plans d'ici comment elle pourrait revenir et ce que ça donnerait, quoi. J'ai bien aimé ce qu'ils en ont fait, Tim Seeley en a fait dans son run avec Nightwing, parce que du coup, il complète un peu l'histoire de Nightwing qui était un peu branlante là-dessus et il apporte beaucoup de corps. Mais pour le reste, est-ce qu'elle peut apporter à l'histoire de Batman? Je préfère vraiment ce qu'a entrepris Tom King et plutôt que de revoir ça revenir sur le devant de la scène actuellement. Pour moi, elle a vachement perdu de son aura, quoi. La dernière fois que je l'ai vue, c'était dans Metal. Ils étaient derrière Barbara. Oui. Ah, on a aidé. Mais oui, c'est vrai, putain, ils sont dans Metal. Oui. C'était vraiment, les oiseaux noirs. Non, franchement, ça a perdu de son aura. C'est une blague un peu maintenant. Je sais même pas s'ils sont dans. Je sais plus s'ils sont dans Last 900, je me souviens plus. Plus. Bon, définitivement, faut vraiment pas que je lise Metal du coup. Enfin, mais si, non mais. Moi, Lincoln March, en tout cas, j'en ai rien à secouer de le revoir. Par contre, ouais, la cour des hiboux, moi, alors, ça dépend forcément comment c'est fait, par qui c'est fait, et voilà. Mais je suis hyper étonné. Pour le coup, j'ai lu le run de Snyder et Capullo sur Batman, mais j'ai pas lu Rebirth. J'ai lu que les premiers sur Rebirth. Et j'ai les kiosques, mais j'ai pas eu le temps de les lire. Il faut que je rattrape. C'est pas obligé. Oh bah maintenant que je les ai, enfin je veux dire, faut bien que j'en fasse quelque chose. Mais pour le coup, d'après ce que vous me dites, apparemment on n'en réentend pas parler dans Rebirth. Non. Et j'hallucine. Mais vraiment, parce que non, c'est vraiment pour moi un méchant, comme je le disais au début. Forcément, j'attendais pas. J'ai trouvé ouf.
et puis insinueux, tout ça. Enfin, moi j'ai vraiment accroché. Et effectivement, c'est dommage ce qui en est fait à la fin de l'arc. Et c'est vraiment bête qu'on le reprenne pas à un moment donné pour en faire quelque chose de mieux, quoi. Enfin, qu'on lui donne comment que ça finisse avec panache, quoi. Là, bon, c'est vrai que c'est bête, quoi, au final, parce que comme tu disais tout à l'heure, tu sais pas qui c'était, tu sais pas vraiment leur but, au final, tu vois. Du coup, c'est un peu, c'est un peu bête de donner autant de charisme à un truc, parce que la vache, ils envoient quand même. Et puis au final, non, de pas en faire grand chose. Donc, mais je suis extrêmement déçu de savoir que on n'en réentend pas parler dans Rebirth, à part effectivement avec Grayson. J'avais lu les premiers numéros de Grayson où il se battait avec Raptor, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils en reparlaient. Donc voilà, mais sinon, ouais, c'est con, quoi. C'est con. Ouais, mais je pense qu'il faut qu'elle revienne. Ah, là, je pourrais modérer mon propos, mais avec un scénariste qui s'intéresse, ce que je disais, autant à Bruce Wayne qu'à Batman, quoi. Tout à fait. Vraiment. Ah, complètement. Et qu'on utilise ça différemment, quoi. Et comme Tom King, finalement, il a pu montrer, voilà, on en reviendra peut-être là-dessus un jour, mais qu'on peut faire du super-héros autrement. Et il l'a fait pendant un sacré nombre de numéros, lui, en s'intéressant au trauma du personnage et à sa relation avec Catwoman. Bah, pourquoi il serait pas possible d'avoir un scénariste qui s'intéresserait à la relation Bruce Wayne-Batman et à la relation avec la ville de Gotham, parce que Snyder a posé des pistes qui est là, qu'on ne dira jamais assez, mais qui mérite clairement d'être creusé, parce que son rapport à Gotham est absolument fabuleux. Et vraiment un scénariste qui se poserait pour faire une histoire, voilà, personnelle et différente, ça, là, oui, là, je serais vraiment d'accord de le faire revenir, et sous une autre forme, peut-être avec des combattants surentraînés, qu'ils auraient cachés un peu partout, même dans l'administration, qui se réveilleraient, qui surveilleraient Bruce Wayne, enfin, autre chose, quoi, mais vraiment un côté politique, thriller et conspirationniste qui, ouais, là, je serais client. Dans ces cas-là, je serais vraiment client de l'avoir retenu. Bon, je pense que James Tynion Ford, il serait du genre à l'utiliser, hein, et ça collerait à son écriture, donc pourquoi pas. C'est ce que j'allais dire, hein. Faut pas oublier que James Tynion Fourth, je l'ai dit à l'anglaise, tu vois, t'as vu, la classe. Hein. Et il est pote avec Snyder, il a quand même co-développé pas mal d'intrigues avec Scott Snyder. Je le verrais bien quand même les mettre dans son Batman Rebirth après ce qui est en train de se passer en ce moment en VO. On dira pas ce que c'est pour spoiler personne. Mais je trouverais pas ça déconnant, franchement, qu'il réapparaisse chez lui. Hein. Vraiment, voilà, franchement, ça m'étonnerait pas. Il est très occupé en VO en ce moment avec un personnage hyper original, je crois, qu'on n'a jamais vu avant. Oui. Donc voilà, il a déjà créé un gros personnage là tout de suite. Donc, mais avec un run hyper original. Hein, donc, ouais, donc je pense qu'il est bien occupé, le pauvre. On va pas l'accaparer. Alors attendez, par contre, je pose la question pour les j'allais dire les écouteurs, n'importe quoi, les auditeurs qui écouteront ce podcast, mais c'est ironique ce que vous dites ou pas? Parce que vraiment, on se demande. On l'a bien joué alors, on l'a vraiment bien joué. D'accord. J'ai eu un doute, alors je préfère poser la question. L'ironie était à pleine balle. D'accord, ok, bah écoutez messieurs, bon, vu tout ce qu'on a dit, il n'y a pas franchement à tergiverser beaucoup. La cour des hiboux, ça reste quand même clairement un indispensable, malgré voilà ces problèmes avec tout la fin et l'enchaînement de séquences et de twists un peu explosés à la fin. Ça reste quand même, je pense, on peut le dire, un indispensable du comics en tous les cas, non seulement pour qui veut découvrir Batman, mais aussi pour les lecteurs de longue date de Batman. Ouais, totalement. Complètement. Tout à fait, ouais, vraiment. Donc là, pour moi, il n'y a pas vraiment de doute à ce sujet. Et on pensait pas dire un jour un indispensable de Snyder, surtout sur Batman. Mais ouais, là, clairement, voilà, faut pas passer à côté. Ah oui, non, clairement. Puis surtout, là, en ce moment, il est dispo dans une collection à vraiment pas cher, à 4,90 pour n'importe qui ne l'a pas lu. Je pense que c'est vraiment, c'est le moment de se jeter dessus. Et puis, même si c'est plus dispo à 4,90, vous achetez les tomes qui sont dispo dans la collection New 52. Franchement, c'est quand même 2 très bons moments. Voilà, la suite du run n'est peut-être pas forcément, c'est controversé la suite du run, mais le début est en tout cas assez dantesque et la cour des hiboux c'est quand même une belle grosse frappe dans la figure. Surtout qu'en fait, ça, voilà, mais les gros problèmes qu'on a cités, ça se tient sur le dernier numéro et demi, quoi, en fait, essentiellement, parce que c'est vrai que voilà, c'est pas de bol, tout est condensé là-dedans, ce qui va pas, mais on prend quand même 10 numéros et demi de pur bonheur et de claques visuelles et scénaristiques, quoi, donc ça vaut clairement. Et la fin n'est pas mauvaise, c'est juste qu'il n'y a pas de vraie fin. C'est vrai ça. Oui, donc c'est ça. Voilà, c'est un défaut sans en être un. C'est dommage, c'est dommageable surtout de potentiel gâché, mais ça reste un excellent récit sur Batman.
quasiment de bout en bout, quoi. Eh ben, ce sera le mot de la fin, je pense. Écoutez, messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce 3e épisode de Indispensable. Vous l'aurez noté, on a fait un récit indépendant en premier, on a fait un récit Marvel et puis un récit DC. C'est certainement la logique qu'on va adopter pour les autres épisodes. Donc vous savez à peu près à quoi vous en tenir. Évidemment, on réfléchit. Normalement, le sujet du 4e épisode est déjà bouclé. On vous dit pas ce que c'est, vous verrez quand il sortira. Encore une fois, merci messieurs. J'espère que ça a été agréable pour vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Totalement. Du Batman tout le temps. Moi, parler de Batman, j'en suis très heureux. Par intraveineuse, le Batman par intraveineuse. Tout le temps. Hein. J'espère que vous, de l'autre côté, que ce soit avec votre casque ou avec vos écouteurs ou vos haut-parleurs, vous avez apprécié aussi cet épisode sur Batman. N'hésitez pas évidemment à le partager, évidemment à liker et surtout à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du Batman de la cour des hiboux, que vous soyez lecteur de longue date ou non de Batman, de comics, de manière plus générale. Donc n'hésitez vraiment pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis écoutez, on se retrouve bientôt. L'épisode 4 sortira très certainement en septembre, puisque là on se prend quand même une petite pause. C'est les vacances pour à peu près tout le monde, donc on va se reposer, on va lire des bons comics. Et n'hésitez surtout pas à lire de bons comics aussi de votre côté, en tous les cas les comics qui vous plaisent, parce que c'est ça le plus important. Allez. Et surtout, si je peux rajouter juste, redemander en masse un indispensable sur Metal pour faire vivre la démocratie. Voilà. Ça, on veut, voilà. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Allez. Bonnes vacances, peut-être, non, histoire de. Ah oui, tiens, allez. Bonnes vacances. Allez. À bientôt sur lescomics.fr. Ciao. Ciao tout le monde. Salut.